Alors, petite introduction à cette vidéo. En fait, c'est une ancienne vidéo que j'avais gardée, entre guillemets, sous la main pour des moments où j'aurais moins de temps pour en écrire, parce que là, j'ai passé énormément de temps à écrire des lettres ces jours-ci, mais des longues lettres, des lettres plus compliquées que celles que j'avais écrites ces dernières semaines, puisqu'elles touchent à des questions brûlantes, donc à manipuler avec beaucoup d'attention, et en particulier une lettre sur le rôle de la France dans l'institutionnalisation d'un certain nombre de sujets mémoriels qui ont petit à petit, en parallèle avec la laïcité, effacé complètement ou tenté d'effacer le plus possible la religion catholique en France, mais également envenimer les relations avec la religion musulmane. Donc vous verrez, ça c'est ma dernière lettre sur Substack. Vous avez tous les liens en description de cette vidéo et je les mettrai également en commentaire. Également, j'annonce la sortie de mon nouveau livre et qui parle en fait de l'éternité, de l'infini, de Dieu, du diable. C'est un livre où je rentre vraiment à l'intérieur des choses, après Fiat Veritas, Perat Mundus. Eh bien, là, c'est In Aeternum Sine. J'ai un Sine Pacto, sans pacte. Donc, c'est dans l'éternité, sans pacte. Et l'idée, c'est de ne jamais pactiser avec le diable. Et donc, c'est tout le travail intérieur à faire. Donc, c'est un livre qui est plus long que Fiat Veritas, qui se lit de la même manière, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir un peu au hasard, mais qui est quand même beaucoup plus structuré de façon linéaire. Et, il sort un peu plus tôt parce que j'ai l'impression que les choses s'accélèrent. Et voilà, j'ai fait lire à quelques personnes la version finale, hein, puisque c'est comme un livre sur lequel je travaille, comme Fiat Veritas et les autres depuis 25 ans. J'ai énormément de notes qui étaient éparpillées, d'idées éparpillées, de choses éparpillées. Et puis ensuite, j'ai renforcé le texte au fur et à mesure des derniers mois avec des nouveaux textes, parfois inspirés des lettres, parfois totalement nouveaux. Et, mais ça crée un livre vraiment d'une densité forte. Donc il y aura la version artisanale, comme pour Fiat Veritas, et je vous invite à la précommander si vous êtes intéressé à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, et il y aura une version Amazon. Alors je pense que d'ici le 5 mars, il y aura la possibilité de précommander sur Amazon. Il faut précommander dès maintenant pour la version artisanale. Voilà, donc c'est une vidéo qui est avec la journaliste Kate. Donc j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à la regarder. Je vous souhaite une bonne vidéo, un bon visionnage, et je vous dis à très bientôt. Merci. Le nouveau livre s'appelle In Aeternum Sine Pacto. C'est un livre qui parle de Dieu, qui parle du diable, qui parle de nous, qui parle de pacte, et qui parle du monde dans lequel on vit et des personnes qui ont eu le plus d'impact sur l'évolution de cette situation où les enfants sont abandonnés, les enfants sont détruits et les pactes sont signés jusqu'à ce que le cœur de l'humanité s'arrête. J'espère que vous serez nombreux à le Bienvenue à commander. tous. Bienvenue sur Tribune Libre. Nous sommes en direct avec Bertrand Scholler, Nadine Touzeau, maître François d'Angléan. En ce jour de neige à Paris et ce jour de deuil à Saint-Tropez et peut-être le deuil de la liberté d'expression, je tenais en guise d'introduction, avant de donner la parole tout d'abord à Bertrand Scholler,
Je tenais à lire un poème que, ici, je pense, le public de Tribune Libre connaît très bien. C'est une citation. Quand ils sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher et il ne restait personne pour protester. Le pasteur Martin Niemöller, ça vous évoque quelque chose? Bertrand, vous avez été condamné tout récemment à 6 mois de prison avec sursis et 6 mois d'interdiction de suspension des réseaux sociaux, dont Twitter, sur lequel vous étiez assez actif. Cette condamnation donc par le tribunal de Paris, tribunal judiciaire, a de quoi nous inquiéter tous. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez été condamné et par quelle loi? Ce que le juge a dit en annonçant le verdict, parce qu'on n'a pas encore les conclusions, en fait, il restait des éléments à écrire. Donc le moment où on est véritablement condamné, c'est quand l'écrit existe précis et qu'il est signifiable, entre guillemets, aux parties. Est-ce que c'est exact, Maître D'Angléan, ce que je viens de dire? C'est un peu plus compliqué. Apparemment, la décision est exécutoire au moment de son prononcé, mais le problème, c'est que effectivement, le juge nous a expliqué qu'on n'avait pas fini de rédiger la décision et qu'elle n'était donc pas signée, et qu'elle ni par le juge, ni par le président qui a pondu ce trésor républicain, cette décision républicaine, ni par la greffière. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la décision n'est exécutoire qu'à partir du moment où la greffière l'a signée. Exactement. Donc, c'est qu'il y a une petit 1, il y a une zone floue. Petit 2, le juge a clairement exprimé que l'interdiction était pour le ou les réseaux sociaux incriminés pour les personnes. Donc, dans mon cas, c'est les comptes, pas les réseaux sociaux, les comptes incriminés pour les personnes. Donc, c'est ce qu'il a dit textuellement. Exactement. Et il a répété plusieurs fois. Donc, dans mon cas, en fait, j'ai été incriminé pour un compte qui s'appelle 55 bêtes chasse. D'autres personnes ont été incriminées pour un compte Twitter, d'autres personnes ont été incriminées pour plusieurs comptes, d'autres personnes ont été incriminées aussi pour un compte Facebook, mais il n'y a pas eu d'incrimination sur Instagram, il n'y a pas eu d'incrimination sur YouTube, il n'y a pas eu d'incrimination pour d'autres comptes, et le juge, dans ce qu'il a dit oralement, en tout cas, c'est pour ça que tant qu'on n'a pas l'écrit, on est dans un flou, en fait, c'est que ça ne concerne que le compte incriminé, pas la notion de réseau social. Donc, quand tu dis en introduction les réseaux sociaux, c'est pas exact, c'est pas ce qui nous a été dit et ce qui a été répété 10 fois. Ça a été répété 10 fois. Donc, à moins d'avoir entendu 10 fois quelque chose qui avait vocation à nous tromper, vous étiez là, Maître D'Angléan, vous avez entendu la même chose que moi, je pense. J'ai entendu, oui. C'est le compte qui a servi à faire les publications. Oui. Donc, c'est l'occasion de rectifier, de dire la vérité, puisqu'il y a d'autres choses fausses qui ont été dites dans les médias traditionnels. Est-ce que vraiment quelqu'un a pris de la prison ferme, par exemple? Oui. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas venu aux audiences et il ne fait pas partie des personnes qui avaient été saisies au pied du lit. Il avait été convoqué et il avait considéré qu'il n'avait pas envie de répondre à ces convocations. Donc, ça a été, semble-t-il, un jeu du chat et la souris, en fait. Et finalement, ils ont mis en œuvre un système de poursuite à son égard qui ne mettent même pas en œuvre, ou en tout cas pas à ma connaissance, pour certains criminels plus endurcis. Donc, il a vraiment eu droit à un traitement de faveur. Tout ça, ça corrobore l'idée du casting, si tu veux. C'est-à-dire... les 10 personnes ont été choisies parce qu'elles avaient parfaitement ce type de profil. C'est-à-dire, lui devait être connu pour être quelqu'un de très résistant, insensible à certains types de pression, et donc il allait réagir. Et il a réagi comme ça. Mais si tu veux, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, parmi les personnes qui ont été accusées, à cette dame qui est soutien de famille, qui a des très faibles revenus et qui avait supplié de ne pas être condamnée, ou en tout cas que ce soit pas dans son casier judiciaire, et de ne pas être condamnée financièrement parce qu'elle n'a absolument pas de moyens, elle n'a pas de recours pour être aidée, etc.
et elle a été condamnée exactement pareil. Et c'est quelqu'un qui manifestement, alors elle disait que bon, les comptes c'était pas les siens, que c'était compliqué, mais que effectivement parfois les réseaux sociaux avaient un petit peu un rôle d'exutoire. Hein. C'est-à-dire que quand tu as l'impression que certains peuvent mentir, peuvent faire pression sur d'autres militairement, avec la police, avec les lois, etc., sans aucune vergogne, se servir dans les deniers publics, faire comme s'ils étaient des rois, et toi, tu es là, chez toi, seul, à galérer, à t'occuper d'enfants handicapés, à t'occuper de la copine de ton fils handicapé, parce qu'elle-même est dans un monde compliqué, puisque c'était exactement ça son histoire. C'est quelqu'un qui avait à sa charge, alors qu'elle était déjà pas capable de subvenir à elle-même, une famille de plus en plus grande. Mais c'est normal que ces personnes souffrent. C'est normal que ces personnes, à un moment, elles aient envie d'exploser. Et quand, pendant cette période de 2024, on découvre à quel point on nous a menti sur un conte de fées, et que depuis 2017, tout le monde savait, mais personne ne disait rien, que c'est caricaturé quotidiennement dans Charlie Hebdo. Dès 2017, c'était une plaisanterie devant des millions de Français le dimanche après-midi sur Drucker. Tout ça, ça existe. Et ça montre à quel point il y a un univers dystopique. C'est-à-dire que tout le monde peut parler de ça dans un univers autorisé. Et la loi Schiappa, elle permet de créer la terreur. C'est une bombe atomique pour viser les gens qui dérangent et les sujets qui dérangent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui est dans le domaine universel et qui n'a pas encore eu de réponse, puisque les réponses sont toujours, on apportera les réponses. C'est pas moi qui le dis, c'est l'avocat américain du couple Macron qui dit, on viendra avec les preuves. Il le dit texto. Il est interrogé par BBC, il dit, on apportera les preuves au tribunal. Donc, on a quelque chose qui persiste et les gens persistent à ne pas apporter les preuves maintenant pour tout arrêter. En fait, en faisant ça, ils accroissent la terreur avec l'espoir que tous les résistants abdiquent et disent « Vous avez raison, j'en peux plus, je suis exténué, je suis ruiné ». Il y a plein d'autres procédures comme ça aux États-Unis. Il y a la copine de Kash Patel qui engage des procédures en millions de dollars. Il y a des tas et des tas de procédures. Et donc, la loi Schiappa, elle permet de faire ça. Et elle permet surtout de faire des castings, c'est-à-dire de choisir parmi des millions d'internautes ceux qui sont véritablement visés et qui vont servir à inquiéter tous les autres, et ceux qui vont permettre de créer un amalgame. Donc, ceux qui sont vulgaires, ceux qui sont censés être extrêmement manipulables dans cette notion de bande organisée. Ceux qui sont des maillons faibles aussi, qui vont tout de suite plaider coupable. Parce que quand dans une bande organisée, tu as un des membres de la bande organisée qui plaide coupable, tout le monde est coupable. C'est ce qu'a dit le juge d'ailleurs. Et donc quelle ça est la devient partie aggravant. Bien sûr, la partie de la loi qui vous a fait condamner, c'est la partie qui soulignait aussi que vous n'étiez pas obligé de vous connaître entre vous au préalable pour créer cette notion de cyberharcèlement. Donc ça, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ce que fait la loi Schiappa. C'est-à-dire qu'en fait, la loi Schiappa, elle permet d'expliquer qu'en fait, les réseaux sociaux sont un poison. Puisque ce qu'elle dit, c'est que les personnes sur les réseaux sociaux n'ont pas besoin de se connaître, n'ont pas besoin de se concerter, ils ont juste besoin de liker ou de retweeter quelque chose qui existe et qui, par définition, va créer la concertation, va créer la connaissance mutuelle. Et surtout, ils disent, vous aviez conscience qu'il y avait un gros bruit dans ce domaine et que ce bruit déclenchait des opérations de justice. Donc, vous saviez qu'il y avait un problème et vous avez quand même osé en parler. Mais depuis quand on ne doit pas parler d'un problème? C'est un peu comme si tu disais, si un mari attaquait un médecin parce qu'il a annoncé à sa femme qu'elle avait un cancer et que sa femme s'est mise à pleurer. Enfin, c'est la même logique.
Vous comprenez ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire que dire la vérité ou soumettre la vérité, parce que la personne peut dire elle a un cancer et puis la personne peut avoir une rémission en disant bah, vous aviez annoncé que ma femme était morte dans 6 mois, finalement elle est vivante, à vous écouter elle aurait pu se suicider ou elle aurait pu se laisser aller, par chance elle s'est battue et elle a survécu. Vous voyez la logique en fait, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit en réalité de dire autre chose que ce que les gens ont envie d'entendre en fait, ce que les gens qui décident ce qui est autorisé. Bien sûr. Et il n'y avait pas une très grande récurrence dans vos tweets non plus, parce que harcèlement, pour nous, il y a toujours l'idée à la base dans ce mot, son étymologie, il y a une idée d'immense récurrence, mais finalement, vous aviez fait le 2-3 tweets le chacun. harcèlement, il faut revoir l'historique. C'est-à-dire que la loi Schiappa, elle a été prévue officiellement, et c'est ce que dit d'ailleurs Brigitte Macron quand elle passe sur TF1, pour protéger les jeunes, les adolescents, etc., qui souffrent. Bon, elle est plus vraiment adolescente, il faut reconnaître. Mais c'était l'objectif de cette loi. Et elle dit qu'en fait, les sanctions vont être exemplaires pour protéger les adolescents. C'est-à-dire que quelque part, elle sous-entend qu'elle s'est sacrifiée elle-même, qu'elle a fait ses procédures, mais un peu comme une Jeanne d'Arc de la défense des victimes de harcèlement. Mais il faut bien comprendre que la mécanique du harcèlement, c'est souvent quelque chose qui se passe par intimidation d'une victime, donc qui va être tellement harcelée qu'elle n'osera pas dénoncer ses agresseurs. Et donc c'est ça la mécanique du harcèlement. C'est qu'en fait, les agresseurs sont effectivement seuls ou en groupe. Parfois, ils disent qu'ils sont visibles, parfois ils ne le disent pas, et ils attaquent une cible de façon répétée, de façon vicieuse, de façon à la faire souffrir, mais sur des choses sur lesquelles la personne ne peut pas se défendre, puisque par définition, c'est pas tangible en fait. C'est véritablement pour dégrader moralement la santé de la personne, pour la détruire, voire pour obtenir d'elle de l'argent, pour obtenir d'elle des services, pour obtenir d'elle une information très particulière. Parce que tu peux avoir le harcèlement d'un fonctionnaire pour qu'il arrête de t'embêter en disant bah, tant que vous vous intéresserez à mon dossier, je vais vous pourrir la vie. Et donc forcément, c'est normal d'avoir une loi pour empêcher les gens d'agir ainsi. C'est normal d'avoir une loi. Mais là où cette loi, toutes ces lois existent, mais là, ils ont créé l'arme absolue, c'est cette notion de cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont considéré que le monde d'Internet, c'était une bulle et qui était séparée du reste du monde. Donc, il peut y avoir 1 milliard de fois plus de harcèlement répété, énorme, par des grands médias, etc., dans le reste du monde. C'est comme si ça n'existait pas, s'il existe quelque chose dans l'Internet qui ne vise même pas la victime supposée, qui ne s'adresse même pas à la victime supposée et qui soulève des questions qui sont, semble-t-il, comme le révèle la victime elle-même, d'intérêt international. Puisque la victime, en l'occurrence Brigitte Macron, expliquait que partout dans le monde, elle ne peut plus se déplacer sans que les gens lui en parlent. Mais Et quand d'ailleurs, c'est nous une situation de ce type, Je veux dire juste quand c'est simplement une que situation, ce procès n'a pas permis d'établir que la santé mentale et physique de Madame Macron s'est dégradée. On a l'impression que c'est une personne qui va plutôt bien finalement quand on la voit intervenir bah alors dans les médias. là c'était tout l'art entre guillemets de ce procès, c'est que petit 1, les pièces de la partie de la défense ont été communiquées la veille de l'audience, et donc certains avocats les ont eu le matin dans le train, et surtout le certificat médical qui est une lettre d'un médecin plus qu'un certificat médical, et le témoignage 2 dernières minutes de la fille qui n'avait pas du tout été prévu, qui n'avait pas été appelé comme témoin, il n'y avait pas de préparation d'un éventuel contre-interrogatoire, quoi que ce soit, tout ça s'est passé. Mais en revanche, c'était déjà connu, puisqu'il y avait une pression médiatique très forte. C'est-à-dire que le soir même, la fille était dans tous les médias, donc ça c'était vrai
le soir même de les 27 et 28 octobre, où il y avait une pression médiatique énorme. Ces news, il faut les détruire, il faut tout leur prendre, ils ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. Mais les mêmes qui trouvent tout à fait normal un génocide à Gaza, des bombardements au Venezuela, parce que ce serait un narcotrafiquant, et des millions de morts en Ukraine, subitement sont affolés à l'idée que des gens puissent s'interroger sur un âge, un genre, etc. Et vous me connaissez tous depuis longtemps. Ça ne fait pas partie de mes questions. On m'a reproché de publier une photo de quelqu'un qui est censé être un photomontage de Brigitte Macron, alors qu'il n'y a même pas de tête sur la photo. Il n'y a pas de tête. Quelqu'un est caractérisé par sa photo d'identité. S'il n'y a plus de tête, le corps, on peut dire quel est le corps avec l'ADN. Donc, il n'y avait ni l'ADN, ni la tête. Alors, si, on peut éventuellement dadiner là avec les empreintes digitales, etc. Mais on ne les voyait pas sur la photo, les empreintes digitales. On n'a pas de tête. C'est une photo sans tête. Exact. Et non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien, c'est inquiétant. Même pour ne ressemble pas. C'est la photo de. La photo, au pire, elle ressemblerait plus à Emmanuel Macron, puisqu'il est seul à s'être présenté sur un canapé, la chemise débraillée et le torse velu. Puisqu'en fait, là, c'était une photo d'un homme avec le torse velu. La seule personnalité politique française de premier plan qui est caractérisée par des photos de lui avec débraillé avec le torse velu, c'est Emmanuel Macron. C'est pas Brigitte Macron. Moi, je n'ai jamais vu Brigitte Macron avec le torse velu. Jamais. Si quelqu'un l'a déjà vu comme ça, moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Alors, comment les médias peuvent répéter que c'est un montage d'elle, un photomontage d'elle que j'aurais fait, alors qu'il prend 5 minutes pour savoir que le photomontage est déjà sur Internet depuis des jours et des jours. C'est quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Tu sais, tu as l'antériorité d'une image. Donc, petit 1, c'est pas moi qui l'ai fait. Petit 2, c'est une photo qui est exactement comme si j'avais repris un dessin de Charlie Hebdo. Et c'est aujourd'hui la seule justification que les médias répètent en boucle et qui permettrait de donner de moi une image négative. Parce qu'ils ont essayé avec d'autres choses et ça ne marchait pas. Puisque une autre photo que j'ai publiée, c'est la même photo qui a été publiée par une fille de Brigitte Macron. Donc, c'est compliqué de me reprocher de publier une photo qui était… Et moi, je ne mets même pas de titre négatif. Je mets « suis-je » ? Être ou ne pas être. Pire. Ou je pense donc je suis. Donc, et puis moi, je suis galeriste quand même. Ils me présentent tous comme galeriste. J'ai le droit de manipuler les images. Ça, c'est la première. Et l'autre image, c'était Candace Owens venait de faire une émission en disant il va y avoir des millions d'enquêteurs. On sait par Emmanuel Macron, Emmanuel Anison, qu'elle est elle-même allée avec des assistants enquêter à Amiens, etc. Et je dis, est-ce qu'il va y avoir des personnes qui vont enquêter? Mais je dis pas, allez-y. Puisque moi-même, je suis en plein pèlerinage. Je suis pas, j'ai jamais été un meneur en train d'essayer d'organiser un mouvement syndical avec les paysans, Prenez Paris, ou avec les Gilets jaunes, ou avec des antiquaires. Ça m'intéresse pas. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui devient mondial avec des émissions sur YouTube qui font des millions de vues, avec un livre qui est un best-seller international. Mais non, j'ai pas le droit. C'est-à-dire que je parle des faits, de choses incontestables. Mais ça devient du harcèlement en bande organisée. Et ce qui est terrible, c'est que la meute, même des journalistes soi-disant dissidents, au lieu de dire, mais prenons ce cas d'école, comme j'ai fait au début, cette dame vraiment en difficulté, qui est détruite par cette décision. Un autre, celui qui a plaidé coupable, qui espérait ne pas avoir de la prison avec sursis, qui demandait à avoir des travaux d'intérêt généraux, il n'a même pas eu ça. C'est-à-dire qu'il s'est couché, eh ben, ils l'ont quand même sanctionné au maximum. Alors que dans le dilemme du prisonnier, celui qui abandonne les autres, il a moins. Il n'a pas eu moins. Il a eu de la prison, avec sursis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la violence, c'est-à-dire que même lui,
qui est un père de famille, qui est un prof d'éducation physique, qui est quelqu'un de solide et courageux, et qui a pris sur lui, en pensant que c'était l'intérêt de sa famille, l'intérêt de sa carrière, de se mettre à genoux et de supplier, eh ben, il a été achevé comme les autres. Et c'est que le début. Est-ce Si que tu vous allez regardes les faire hordes sur Internet qui J'ai vu. sont là, ah, c'est trop gentil, la prison avec sursis pour des gens pareils aussi. Est-ce que vous allez faire Je appel? vous laisse un Est-ce peu que tu vas parler faire pour pas appel? donner l'impression que je... Oui, je vais donner la parole à François Oui. et après à Nadine. C'est fait. Tu as fait appel, c'est fait. C'est fait. Ah oui, dans la minute. Parce qu'en fait, déjà, l'appel, malheureusement, n'est pas suspensif, puisque le juge a bien pris soin. Il faut voir cette logique complètement abominable, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire appel, mais l'essentiel de la condamnation, même si on est déclaré innocent, aura été effectué. C'est-à-dire qu'on aura été privé d'un réseau social ou de plusieurs, ou d'autres choses, hein, puisqu'on n'a pas la décision signifiée, puisqu'on aura été on aura vécu avec une épée de Damoclès de prison avec sursis. Donc, si l'appel dure 2 ans, ça veut dire qu'on aura déjà fait 2 ans d'une période avec le risque d'une condamnation de 6 mois avec sursis. Parce que, en général, tu vois, ça aurait pu être, je dis n'importe quoi, c'est quitte à vraiment être méchant avec nous et dur, ça aurait pu être 15 jours, tu vois. Mais quelqu'un comme Aurélien, par exemple, il a 8 mois avec sursis. 8 mois, c'est ce dont a été condamné quelqu'un qui est, je crois, magistrat dans un tribunal de commerce ou enfin d'endroit. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui a été révélé au fur et à mesure le concernant. Il prostituait sa fille sur Internet. Il est 8 mois avec sursis. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de ce que je viens de vous dire. Là, on n'est pas dans le harcèlement, on est dans l'incitation à la débauche. Prostituer vos enfants sur Internet, c'est 8 mois. Allez-y. Vos enfants de 12 ans, vos filles de 12 ans, etc. Vous pourrez publier les photos, expliquer à quel point elle est performante, etc. Vous aurez 8 mois. Voilà, bienvenue. Moi, je ne connais pas les détails de ça. C'est pour ça que je ne donne pas trop d'informations. Oui, mais rien qu'en soi, déjà. Je sais juste que ça, c'est la condamnation. On pourrait parler de femmes qui disent qu'elles ont été violées. Bon, bah, si la personne n'est pas très célèbre et pas très connectée, sa vie est détruite. Mais si la personne est célèbre et connectée, même si les preuves, les faits, tout est accablant, eh ben, il sera encouragé par les personnes les plus puissantes du monde. Donc, c'est un peu l'histoire du dossier Epstein qui dépasse évidemment complètement les parties sexuelles. C'est que les peuples commencent à comprendre en Occident cette impunité inimaginable dans laquelle on vit. Et j'essaie, alors je suis désolé, je fais un petit deuil pour mon livre parce que personne ne le fait sinon, si c'est pas moi qui incite les gens à regarder mon livre. Oui, mais je sais, mais t'es une exception, Stéphanie. Et ben il s'appelle il est en vente sur Amazon, vous pouvez me contacter et je parle de ça dans le livre. Alors évidemment pas du tout dans un livre, on parle pas comme malheureusement quand c'est des phrases un peu choc ou des images choc, c'est-à-dire que là je peux développer les choses. Sont vraiment les commentaires sont bons. Et je vais continuer cette carrière d'écrivain, puisqu'en réalité, j'ai écrit toute ma vie. Hein, j'ai une lettre Substack qui est à Bertrand Scholler que vous pouvez découvrir, puisque c'est là que je vais pouvoir continuer à écrire. Oui, je mettrai le descriptif. Voilà, donc je pense que j'ai beaucoup parlé. Je suis impatient d'entendre. Ouais, je vais laisser la parole. Je voulais juste. Et Nadine, mais vraiment, achetez mon livre.
Je vais poser une question à Maître Dandléan. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce procès? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, Maître. Et il y a quelqu'un qui dit qu'il nous faudrait le libellé exact du jugement. Il faudrait qu'on puisse effectivement, on n'a pas encore vu ce jugement, puisqu'il a été prononcé avant d'avoir été rédigé et signé. On est dans l'improvisation, hein, ce travail d'amateur. Alors, juste une observation sur l'affaire du magistrat qui a été poursuivi pour avoir proposé sa fille mineure sur Internet. Apparemment, la Cour de cassation aurait cassé la décision. Hein. Alors, on ne sait pas si c'est pour essayer de le faire condamner plus ou moins. Alors, sur la décision... Non, mais c'était quand même une décision. C'est-à-dire que... C'est proportionnel, bien sûr. C'était pas très cher, voilà. C'est pas cher par rapport à vous. Sur la décision dont il s'agit, quels sont les problèmes? Alors, en principe, là, lorsqu'une personne s'exprime sur Internet, en public, cette personne peut être poursuivie au visa de la loi sur la presse, loi de 1881, 29 juillet 1881, qui prévoit diffamation, injure, etc. Et là, on est venu, la Macronie, la bande à Macron, en quelque sorte, édicter une nouvelle législation pour réprimer les personnes qui s'expriment sur Internet et pour pouvoir les réprimer beaucoup plus sévèrement. C'est cette fameuse loi sur le harcèlement sur Internet. Déjà, harcèlement, le problème de la loi sur la presse pose une première difficulté. Parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais aux États-Unis, il n'existe pas et il ne peut pas exister de loi pénale réprimant la liberté d'expression. En vertu, sur le fondement du premier amendement de la Constitution rédigé en 1787. Ce premier amendement interdit la promulgation de législation dans les différents États des États-Unis, de législation pénale visant à réprimer la liberté d'expression. Et pourquoi, en 1787, le constituant américain a édicté cette interdiction? Eh bien, c'est parce qu'est-ce qu'une infraction pénale? Une infraction pénale, c'est une interdiction de faire. Interdiction de faire ceci ou de faire cela, assortie d'une sanction pour les personnes qui ne respectent pas l'interdiction. Et une infraction pénale doit être définie par des critères matériels que tout le monde peut comprendre, que la personne qui aurait en quelque sorte le quotient intellectuel le plus faible sera à même de mesurer que ceci est interdit et ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, aux États-Unis, il ne peut pas y avoir de législation pénale visant à réprimer la liberté d'expression parce qu'à cette époque, en 1787, ils ont compris qu'il n'est pas possible de définir matériellement des critères pour réprimer la liberté d'expression à partir des travaux qui ont été faits au milieu du XVIIIe siècle par Beccaria dans un livre, des délits et des peines. Un livre qui examine et qui pose les principes traditionnels qui doivent gouverner la matière pénale. Donc en France, on a, en 1881, on est parti sur une autre logique. La loi sur la presse utilise non pas des critères matériels, mais des critères sociologiques. Atteinte à l'honneur et atteinte à la considération. Mais qu'est-ce qu'une atteinte à l'honneur? Qu'est-ce qu'une atteinte à la considération? C'est à géométrie variable, ça va dépendre du statut social de la personne, de l'époque, des circonstances. Donc, c'est une difficulté première et les rédacteurs de cette loi de 1881 avaient parfaitement compris que ça posait problème parce que cette loi est gouvernée par le principe de présomption de culpabilité. Et aujourd'hui, eh bien, cette loi n'est pas conforme à nos principes constitutionnels puisque on a proclamé la présomption d'innocence. La loi de 1881
est gouverné par le principe de présomption de culpabilité. La personne sera déclarée coupable automatiquement, sauf validation d'une nullité de procédure, sauf validation de l'excuse de vérité, soit validation de l'excuse de bonne foi, qui a été obtenue par Natacha Ray, et ce qui a défrisé les consorts Trogneux et Trogneux. Alors, c'est un problème pour cette législation. C'est une législation qui n'est pas conforme à la Constitution, puisque cette loi sur la presse est tout entière gouvernée par le principe de présomption de culpabilité. Sur alors, les contreparties de cette présomption de culpabilité, c'est une prescription très courte, 3 mois, c'est des nullités de procédure multiples qui permettent de faire annuler la procédure. En gros, le législateur a pensé que si une personne n'est pas capable d'engager correctement la procédure, elle ne mérite pas de gagner, la personne sera relaxée. Là, nous avons une législation nouvelle, cyberharcèlement. Bon, c'est complètement foireux. C'est complètement foireux. Cette législation est également gouvernée par le principe de présomption de culpabilité, puisque l'un des critères matériels de l'infraction, c'est la dégradation des conditions de vie de la personne qui a porté plainte. Bon. Alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer, comment est-ce que la juridiction va faire pour évaluer cette dégradation des conditions de vie de la personne? Bien, le tribunal ne procède à aucune évaluation. Le plaignant va déclarer que ses conditions de vie sont dégradées et en conséquence, la personne sera automatiquement condamnée. Automatiquement condamnée. À tel point que nous n'avons pas encore la décision, mais j'ai bien entendu les discours prononcés à l'audience par le juge, qui manifestement n'a pas la capacité pour exercer une fonction juridictionnelle. Les 2 assesseurs, c'est la même chose, puisque les poursuites ont été engagées sur des publications qui, pour les plus anciennes, datent de novembre 2023. Les plus anciennes publications, c'est novembre 2023, et puis je pense une partie de début de l'année 2024. Et le juge, dans son exposé verbal, pour expliquer la décision, a expliqué que les conditions de vie de Madame Brigitte Trogneux, épousaille Macqueron, s'étaient dégradées à partir de fin 2021, début 2023. Bon, ben écoutez, on se moque du monde. On se moque du monde, puisque les personnes mises en accusation ont effectué étaient poursuivies pour des publications à partir de novembre 2023. Donc, ils ont été déclarés coupables pour une dégradation des conditions de vie de la charmante épouse du résident de l'Élysée, et dégradations qui ont commencé, qui ont été constatées à partir de fin 2021, début 2022. Donc, bah, je regrette. Si ces propos, si ces analyses sont confirmées par la décision, le jugement caractérise un faux en écriture authentique, puisque vous comprenez bien qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir, par ses publications à partir de novembre 2023, dégradé les conditions de vie d'une personne à partir de fin 2021, début 2022. C'est du grand guignol. Cette constatation effectuée par cette juridiction, cette pseudo-juridiction, ou plutôt par cette juridiction républicaine, eh bien, comporte probablement une ou plusieurs mentions qui caractérisent des faux en écriture authentique, puisque vous comprenez bien qu'on ne peut pas, par des actions commises à partir de novembre 2023 et à la suite, sur le début de l'année 2024, dégrader les conditions de vie d'une personne à partir de fin 2021, début 2022. Si la décision repose sur cette constatation, cette décision caractérise un faux en écriture authentique, et
le seul conseil que je pourrais donner aux personnes victimes de cette décision d'exception, de cette justice anormale et spéciale, c'est non seulement de faire appel, mais encore d'engager contre Brigitte Trogneux et Pouzaille-Macqueron une action devant le tribunal judiciaire de Paris au visa du faux en écriture authentique. Vous comprenez bien qu'un élève qui a 9, 10, 11 ans et qui a appris à calculer, qui est à l'école primaire, va comprendre qu'on ne peut pas dégrader les conditions de vie d'une personne pour des faits à partir de 2021-2022, pour des faits qui ont été commis à partir de novembre 2023. Donc, ce qu'il se passe dans cette affaire, la décision qui a été prise, c'est ce qu'on appelle une justice d'exception. Les juges n'ont pas jugé par déduction, c'est-à-dire n'ont pas analysé les faits de la cause un par un pour chacun des prévenus, et ensuite ont qualifié les faits et puis ont déduit une solution. Non, ils ont décidé à l'avance, à la tête du client, allez, vous êtes tous coupables. Vous êtes tous coupables, et ensuite ils sont remontés dans la décision. On appelle cette manière de faire juger par induction, au lieu de descendre dans la décision, constater la réalité des faits. Et si le juge juge de cette manière, en descendant dans la décision, il va constater qu'on lui explique que les conditions de vie sont dégradées à partir de 2021-2022. Il est obligé de relaxer les personnes, puisque les personnes ont effectué des publications à partir de novembre 2023. Non, le juge va décider, il a décidé pour tout le monde, déclaration de culpabilité, et ensuite il est remonté dans la décision pour produire une motivation visant à donner une apparence de légalité à la déclaration de culpabilité. Et là, le juge, il nous dit, c'est ce qu'il a dit à l'audience, les conditions de vie sont dégradées à partir de fin 2021-2023. Oui, mais les mises en cause ne peuvent pas être responsables de cette dégradation des conditions de vie à partir de fin 2021-2022, puisqu'ils n'ont produit des publications qu'à partir de novembre 2023. Donc ça prouve que c'est une décision d'opérette, une décision de mauvaise qualité, et aujourd'hui, les personnes qui ont été déclarées coupables ont tout intérêt à non seulement faire appel, je pense que à peu près tout le monde a fait appel, mais aussi et surtout à inscrire en faux cette décision, à se grouper. Il faut que toutes les personnes déposent une inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Paris et ensuite délivrent une assignation à Brigitte Trogneux et Pouzaille-Macqueron pour faire juger que la mention de ce jugement, qui constate que des faits commis en 2023 ont entraîné une dégradation des conditions de vie à partir de fin 2021. Vous voyez, on se moque du monde là. C'est du b.a.-ba là. À l'école primaire, on a 10, 11, 12 ans, 11 ans, on est capable de dire mais on marche sur la tête là. Donc il faudrait que les mises en cause, à partir du moment où ils auront la décision et où on aura pu lire cette mention dans le jugement que les conditions de vie sont dégradées à partir de fin 2021-2022, il faudra qu'ils inscrivent en faux cette décision. Ce sera intéressant d'agir en ce sens, parce que une décision de justice dont une mention aura été jugée faux en écriture authentique, cette décision est nulle et non avenue. Cette décision perd sa qualité de décision juridictionnelle pour devenir un simple morceau de papier sous seing privé. Après, avec une difficulté supplémentaire, est-ce qu'une cour d'appel peut analyser, peut rejuger une affaire dans laquelle, sur une décision qui ne constitue pas une décision juridictionnelle? Donc ça, ce serait une autre discussion. Mais de toute façon, c'est une décision absolument calamiteuse. Il était certain que tout le monde était condamné d'avance. Et je crois, sauf erreur de ma part, la personne qui a été le plus sévèrement condamnée, prison ferme, 6 mois de prison ferme, je crois que c'est la personne qui est handicapée, il me semble, sauf erreur de ma part. Donc, on a fait un... Oui, Bertrand, le son. Attends, il faut remettre le son. Oui, parce qu'il y a son micro. Oui, Bertrand, oui. Ah, oui.
la personne la plus condamnée, c'est quelqu'un qui est retraité, qui est président, je crois, d'une association qui n'est pas handicapé, qui est juste un peu très engagé, entre guillemets, dans la vie sociale. Et l'explication, c'est qu'il avait refusé de se rendre aux convocations de la justice, en fait. C'est-à-dire qu'il avait dit, bah, écoutez, jugez-moi comme vous voulez. Moi, je n'ai pas besoin de répondre à vos questions. Faites-les pour moi. Sous-entendu, quoi que je dise, de toute façon, ce sera retenu contre moi. Vous n'avez pas véritablement envie de m'entendre. Donc, mais ils ont quand même eu envie de l'entendre puisqu'ils sont allés le chercher avec la police judiciaire. Et puis, ils lui ont dit qu'il était convoqué au tribunal. Il n'est pas venu. Il n'est pas le seul à pas être venu. Il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas présentes pour des raisons différentes les unes des autres, de la même manière qu'à l'audience. Il n'y en avait que 2. Mais je vais répéter quand même quelque chose de très, très important pour expliquer le flou dans lequel on est. On a le président du tribunal qui nous a expliqué à tous publiquement que les outils Internet qui avaient été retenus contre nous nous étaient interdits pour 6 mois. Exactement. Mais maintenant, j'entends ici et là que c'est compliqué, que c'est l'intégralité de tout ce qui touche à Internet et qui serait piloté par nous-mêmes qui nous serait interdit. C'est-à-dire, ça sous-entend qu'on n'a même plus le droit d'envoyer des emails. Ça sous-entend qu'on n'a même plus le droit de faire quoi que ce soit, en fait. Donc, je ne sais pas quoi croire, en fait. Puisqu'il y a le juge qui nous a dit… Il faut attendre la décision. Oui, mais la décision, on l'aura pas, on l'aura dans 10 jours. Peut-être ou dans 15 jours. Non, je crois que c'était aujourd'hui, le mardi suivant. Oui, mais le temps qu'elle soit communiquée, etc. Ce sera quand d'après vous, Maître Danglien ? Il faut aller la chercher. Mais donc, en tout cas, on l'a pas en ce moment. Donc, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que j'ai pas intérêt. En fait, une fois que la décision est clairement établie, signée, etc., elle s'exécute. Mais si elle n'est pas pareille que ce qui a été dit oralement, on est complètement perdu. C'est-à-dire que si le juge nous dit vous pouvez pas faire ça, et que ce qu'il écrit c'est plus large ou moins large, qu'est-ce qui est vrai, Maître Danglien? Qu'est-ce qui est vrai? C'est ce qui est écrit dans la décision. De toute façon, la décision, ça va être une… D'accord. Et donc, on n'a pas la décision écrite. Moi, je suis pas un expert en droit, mais pour moi, le moment qui fait foi, c'est le moment où la décision est écrite, puisque le juge lui-même nous a dit que la décision écrite ne serait pas équivalente à ce qu'il nous disait. Donc, il faut attendre la décision. Donc, à partir de quel moment, en fait, on est tenu par une décision? C'est ma question, en fait. Voilà, non, c'est la décision écrite qui fera foi et qui s'imposera aux personnes. Et la deuxième chose, est-ce que moi, par exemple, j'ai pris la décision de ne plus publier en considérant que la décision, elle était obtenue à partir de ce matin. Donc, depuis hier, j'ai arrêté de publier. J'ai dit, voilà, il y a une décision, tac, tac, tac. Mais comme il n'y a pas de précédent, c'est quelque chose de très nouveau pour des gens qui sont assez présents sur Internet. Est-ce que le compte reste vivant? Est-ce que le compte, il doit être mis en invisible? Est-ce que le compte va être fermé par les opérateurs parce qu'ils vont être contactés par la justice en disant voilà, ces comptes-là ont été sanctionnés? Comment ça se passe? On n'en sait rien. Je pense qu'ils vont transmettre la décision. Personne ne sait rien. Ils vont transmettre la décision normalement à l'opérateur qui a délivré le service. Et puis le service va fermer temporairement le compte de la personne. Temporairement ou définitivement, il sera fermé. Oui, mais voilà. Parce que qui décide de le rouvrir, puisqu'il va être fermé, mais je ne sais pas si l'opérateur, on lui dit vous le fermez pendant 6 mois, il met une horloge et puis 6 mois après, le compte réapparaît, ou il faut que la même autorité décide de les recontacter en disant c'est bon, vous pouvez rouvrir. Ce qu'ils peuvent ne jamais faire, et puis on sait très bien qu'après 6 mois, un compte Internet n'existe plus. Exactement. Donc, c'est une fermeture quasi définitive. Voilà, c'est quasi définitif. En 6 mois, les algorithmes, ils t'ont effacé, en fait. C'est-à-dire que tous les gens qui te suivaient,
ils ont eu une nouvelle vie, en fait. Ce qui n'est pas grave, hein, chacun continue sa vie. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont des graves problèmes de santé, etc. Donc, la vie, c'est autre chose. Et c'est pour ça, je répète, je suis content d'avoir commencé à écrire des livres, parce que j'ai l'impression que ma vie va être très autour de l'écriture pendant les 6 mois qui viennent, sans interaction. Mais bon, le monde, il existait avant Internet. Hein. En attendant qu'il fasse peut-être prochainement des auto-da-fé, il faut devenir écrivain pour s'exprimer autrement et se passer de Twitter. J'ai une question naïve pour Maître Dandléan. Oui. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas réellement quelle est la décision. Ce qui a été entendu par ceux qui étaient là, c'était ce qui a été incriminé. Mais en fait, le compte incriminé. Mais est-ce que ce qui va être écrit est la même chose? Est-ce que c'est un piège? Oui. On ne sait pas. Non, c'est pas un piège. Ils se sont mis dans leur tort. Ils auraient dû avoir la décision aurait dû être terminée et distribuée à l'audience. Ça suffit, ces histoires-là. Ah oui, elle n'est pas faite. La décision n'est pas faite. Et mais nous, on est des nains par rapport à ça. Ah mais oui, on n'est rien du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire, maître? Oui, non, mais on est considéré. Donc, qu'est-ce qui les empêche de dire, regardez, la décision écrite dit ça, ils ont agi comme ça, et puis moi, j'ai juste ma parole pour me dire, mais j'ai entendu le juge dire autre chose. De toute façon, tant que ce qui rend la décision exécutoire, c'est la signature de la greffière, du greffier ou de la greffière. Le juge peut écrire ce qu'il veut sur une décision, le juge signe la décision n'est pas exécutoire, elle ne deviendra exécutoire, elle ne deviendra un acte authentique qu'à partir du jour où la greffière aura signé la décision. Le juge vous a dit, c'est demain. Demain, le mardi 6. Bon, il faut aller la chercher. C'était même plus compliqué que ça. Il faut aller la chercher au tribunal. Oui. Il faut aller la chercher au tribunal, oui, exactement. Physiquement. Oui, moi j'ai rien su. Ils auraient pu nous l'envoyer par Internet, mais j'ai rien su par Internet. Parce que dans cette affaire, Natacha Ray était partie civile. Hein, mais elle était, en général, quand on est partie civile, c'est que on demande la condamnation des personnes mises en accusation. Mais là, après avoir analysé le dossier, elle s'est aperçue que tout était foireux. Et elle, en qualité de partie civile, elle était dans la procédure et elle a demandé la relaxe de toutes les personnes qui avaient été mises en accusation. Voilà le système. J'ai fait appel pour elle. On verra bien ce qui va advenir. Mais dans cette affaire, il est absolument anormal que les personnes auraient dû être poursuivies au visa de la loi sur la presse et non pas au visa de ce mécanisme de. Et alors, je vais poser une autre question. Et je vais poser une autre question, mais qui est vraiment, parce que ça va être des questions qui vont se poser. Imaginons que quelqu'un a un compte, mais qui n'est pas un compte personnel, qui est un compte de petits médias. Alors, je ne vais pas citer de nom de médias qu'on connaît, mais un compte qui est géré par des salariés et dans lequel les contenus sont produits soit par une intelligence artificielle, soit par des rédacteurs, soit par des journalistes, des salariés. Et l'un d'eux, ou le chef de la publication, est condamné. Est-ce que la publication peut continuer à exister ou est-ce qu'elle doit arrêter? Ce que je veux dire, c'est qu'imaginons que l'un de nous a un gros compte. Peut-être pas moi, imaginons Zoé Sagan, son compte existe encore, c'est 400 000 abonnés et lui-même dit ce compte est géré par pas mal de monde. Est-ce qu'il pourrait dire, moi, je n'écrirai plus jamais dans ce compte, mais le compte continue à exister? On ne sait même pas toutes ces choses-là. En fait, on ne sait rien. C'est-à-dire que c'est tellement nouveau. C'est tellement nouveau et vague que tout est permis comme interprétation, dans un sens et dans l'autre. Et ce verdict crée un précédent. Ça crée une jurisprudence, un précédent extrêmement inquiétant. Sur Internet, il y a beaucoup de gens qui vivent sur Internet. Ils ont un compte X, ils ont une chaîne YouTube, ils ont un compte Instagram, ils ont un compte Facebook, ils ont des lettres sur Patreon, Substack, etc. comme moi. Est-ce que si sur les différents médias, ils sont
seul sur certains, accompagné sur d'autres, etc. Est-ce que si tous les médias avaient un sort, est-ce que c'est ridicule? En fait, c'est une peine de mort parce que quelqu'un, par exemple, qui est un chauffeur et qui fait une infraction, on lui retire son permis parce qu'il a fait une infraction, mais il y a un autre chauffeur qui peut commencer à travailler avec le camion immédiatement. C'est-à-dire que l'instrument de travail qui est le camion, lui, n'est pas interdit. Donc, il n'y a pas de cas, je ne crois pas connaître de cas de loi qui interdisent à ce point-là et avec une telle extension l'existence même de la personne qui est en plus même pas définitivement condamnée. C'est-à-dire que c'est tout le raffinement du truc. C'est-à-dire qu'on va faire une peine énorme alors qu'on n'est pas définitivement condamné. Mais qu'on a, par exemple, d'autres personnes qui ont des peines de 5 ans de prison ferme et qui vont, alors qu'on demandait l'application aussi, mais où ce ne sera pas le cas, où ça va durer que quelques jours. Pourquoi, dans notre cas, la peine, elle a duré quand il y a une décision d'appel? Et pourquoi, dans d'autres cas, quelques jours, il y a un juge d'application de peine qui peut dire non, le cas ne se pose pas. C'est-à-dire que dans notre cas, on est dans une application d'une peine, puisqu'il y a l'application d'une peine, et on n'a aucun moyen d'avoir un juge d'application des peines qui explicite quelle est réellement notre peine. Parce qu'on ne sait pas quelle est notre peine. Soit c'est tellement large. Ça va être il faut aller sur une île. Oui, maître. Non, et qu'est-ce qu'il faut faire, maître d'Angléon? Alors, ce qu'il faut faire, d'abord, la décision, normalement, un compte sur Internet est défini par une adresse URL. Alors, on va voir si la juridiction a indiqué l'adresse URL du compte. Parce que si vous avez une voiture, on va vous dire, monsieur, vous avez commis une infraction, ceci, cela, vous n'avez plus le droit de rouler avec cette voiture. Bon, il faut que le numéro de la voiture soit dans la décision de justice. On verra si la décision de justice a fait figurer l'adresse URL du compte, oui ou non. Et ça m'étonnerait. Bon. Deuxièmement, l'autre difficulté qui se pose, et qui est une question juridique éminente, c'est que la plupart des personnes qui ont été déclarées coupables dans cette affaire ont, je crois, un casier judiciaire vierge, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, c'est donc, le cas. vous avez un casier judiciaire vierge. Oui, c'est ça. C'était le cas pour tout le monde, je crois, presque. Voilà. Donc, les personnes qui ont un casier judiciaire vierge, et leur casier judiciaire, il est toujours vierge parce que les personnes ont fait appel. Donc, il n'y a pas de décision de condamnation. Et pour autant, ces personnes doivent exécuter une peine. Immédiatement. C'est l'interdiction d'aller sur Internet. Et puis, une autre interdiction, c'est pendant 2 ans, une autre interdiction pendant 2 années, je crois, de faire ceci ou cela. Quelle est l'autre interdiction qui a sorti L'éligibilité, je crois. Non, il y a l'interdiction. Voilà, l'interdiction de se présenter. Qui aura donc été accomplie même si on est déclaré innocent. Voilà. Qui aura été accomplie, cette interdiction, même si on est innocent. Voilà, c'est le problème essentiel qu'il faut articuler et sur laquelle il va falloir travailler. Et vous êtes nombreux, donc il faudrait faire une action groupée maintenant. Il ne faut plus aller chacun de son côté. Et donc, pour venir devant les juridictions, expliquer, voilà, et ça concerne aussi Martine Le Pen, puisque, en gros, sur son casier judiciaire, elle est vierge, elle a fait appel, mais elle est interdite de se présenter aux élections. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? Marine, Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Martine. Mais justement, ça fait 2 ans, qu'il y a cette décision la concernant, et elle a trouvé aucune issue. Ben si, moi j'ai proposé aucune issue. Si, j'ai proposé une issue, mais ça l'a pas intéressé. Voilà, j'ai proposé une solution, mais ça l'a pas intéressé. Elle a été conseillée par des guignolos qui lui ont dit va devant la Cour européenne, elle s'est pris une claque, va devant le Conseil d'État, elle s'est pris une claque. Ce qu'il faut faire, ce que vous devez faire aujourd'hui. Alors, le problème du juge d'application des peines. Le juge d'application des peines ne peut intervenir que lorsqu'une peine est devenue définitive. Or, votre peine n'est pas devenue définitive. Ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment faire appel. Voilà, vous allez faire appel, vous avez tous fait appel. Ensuite, ce qu'il va falloir, il va falloir se préoccuper de savoir si la personne qui n'a pas comparu
et qui a pris 6 mois de prison ferme a fait appel ou n'a pas fait appel. Il faut que cette personne, il faut s'enquérir auprès de cette personne de façon à ce que cette personne fasse appel. C'est 10 jours à partir du 5 janvier. Bon, il faut que tout le monde fasse appel. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est 10 jours à partir du 5 ou à partir du moment où c'est signé par le greffier? Non, à partir du prononcé. Allez, voilà, du 5. À partir du 5. 15. Ils ont jusqu'au 15. Voilà, jusqu'au 15. Donc, il va falloir prendre contact avec la personne et puis de dire, monsieur, faites appel. Parce que, il y en a l'affaire Rassemblement National. Je crois qu'il y a 30% des personnes condamnées qui n'ont pas fait appel. Donc, il faut faire appel. Ensuite, il faut ensuite analyser la décision et je pense que au moins une mention de cette décision caractérise un faux en écriture authentique. Si c'est le cas, c'est la mention au travers de laquelle le juge constate que des publications effectuées entre novembre 2023 et début 2024 ont pu détériorer les conditions de vie d'une personne à partir de fin 2021 et début 2022. Donc, il faut inscrire en faux cette mention, la mention de cette décision. Une fois que la mention est inscrite en faux, l'inscription de faux, c'est un acte qui est déposé au tribunal judiciaire de Paris, au greffe central du tribunal judiciaire de Paris. On reçoit un coup de tampon et ensuite, il faut dénoncer l'inscription de faux par assignation à qui? À la charmante épouse du résident de l'Élysée. Voilà. Ça, c'est la. Et puis, il y a un autre point juste important parce que je viens de recevoir un message. C'est que, et c'est encore une spécialité, c'est que la peine, notre interdiction de nous exprimer, elle est éventuellement limitée à l'usage des outils Internet en France et éventuellement dans l'Union européenne, mais elle peut pas être mondiale. C'est-à-dire qu'elle peut pas s'appliquer aux États-Unis. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes impliquées pourraient très bien communiquer librement sur des sites américains avec puisqu'en fait, l'interdiction, elle ne peut pas avoir lieu dans des pays où il ne peut pas y avoir ce type d'interdiction. Exactement. Voilà, exactement. Et elle non, mais vous comprenez encore la limite. C'est-à-dire que quelqu'un qui déciderait de suspendre totalement des comptes, et c'est même pas légal, en fait. C'est pas légal, c'est parce que les publications, elles partent dans tous les sens. Voilà. En principe, ce que fait X dans ces cas-là, d'ailleurs, c'est qu'il suspend les comptes, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus visibles en France ou en Europe, puisque la personne a une condamnation en France, mais qui s'adapte à l'Europe, mais ils sont visibles dans les autres pays. C'est possible, mais enfin… C'est vraiment quelque chose de très, très particulier, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très particulier. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez faire… on va essayer de récupérer la décision. Ça n'a pas été réfléchi. Comment? Ça n'a pas été réfléchi. Ça n'a pas été réfléchi. Oh bah, de toute façon, ils sont perdus. Ça n'a pas été fait pour des cas comme cela. Non, vous verrez que la décision ne comportera même pas l'adresse URL qui permet de définir le compte sur laquelle pèse l'interdiction. Bon, alors ensuite… Donc, elle n'a pas de valeur dans ce cas-là? Bon, pas grand-chose. Comment vous voulez exécuter une décision si on ne sait pas quel compte est interdit? Bon, ça va être marqué dans le style discours de bistrot, quoi. Il faut… Donc, non, mais imaginons que ça dit que tout est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes interdit d'Internet sur n'importe quel compte pendant 6 mois. Voilà. Bon. Ce qu'il faut faire. Mais Internet, ça inclut Gmail. Oui, c'est interdit. C'est interdit tout. Hein. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Ça va être du n'importe quoi. Donc, ce que vous devez faire, à mon avis, c'est… Non, vous avez la possibilité de vous défendre et de faire quelque chose qui n'a jamais été fait et qui pourra servir à d'autres, qui sont bien plus forts que vous, bien plus importants que vous, mais qui tremblent dans leur chaumière. Vous faites appel de la décision, premièrement. Ensuite, vous allez faire quoi? Il faudra inscrire en faux ce jugement pourri. Parce que pour moi, la mention qui explique, je le redis encore une fois de plus, que vous avez dégradé les conditions de vie d'une personne en publiant entre novembre 2023 et début 2024 les conditions de vie d'une personne à partir de 2021-2022, ça c'est une mention qui caractérise un faux en écriture authentique.
alors vous allez faire une inscription de faux. On dépose l'inscription de faux au tribunal judiciaire de Paris, au greffe central, et on doit la dénoncer par assignation dans le mois qui suit. On la dénonce à qui? À Madame Brigitte Trogneux, épousaille Macron. Comme ça, vous allez recréer une nouvelle procédure. Vous serez dans une procédure civile contre elle. Hein. Ce sera très intéressant. Et dans cette procédure civile, accessoirement, vous allez pouvoir demander au juge de la mise en état d'ordonner une analyse ADN pour qu'on puisse savoir si elle est XX ou XY. C'est accessoire. Une fois que vous aurez engagé cette procédure d'inscription de faux, alors moi je sais que j'ai fait juger 2 décisions pénales de la Cour d'appel d'Amiens, faux en écriture authentique, entre juillet 2021 et janvier 2023. L'une est définitive, l'autre est quasi définitive. Vous allez faire ces procédures d'inscription de faux, vous délivrez l'assignation, et ensuite vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez devant la cour d'appel, parce que devant la cour d'appel, l'affaire va revenir d'ici 1 an ou 2 années. Mais vous allez pouvoir saisir la cour d'appel tout de suite, hein, celle qui va juger sur le principal, pour lui demander, dans le cadre, déposer une requête en difficulté d'exécution d'une peine. Ça, vous pouvez le faire. Et ils sont obligés de vous donner une audience en 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Moi, j'ai déjà fait une action de cette nature et j'ai obtenu… Ça, il faut absolument faire ça. Comment? Mais il faut absolument faire ça. Ça existe donc. C'est une procédure. Oui, il existe une procédure. Bon, tant qu'une peine n'est pas définitive, le juge de l'application des peines ne peut pas venir moduler, faire ceci, cela. Par contre, il y a une procédure dite qui est difficulté d'exécution d'une peine. Donc, ça vient devant la cour d'appel qui est saisie de l'appel et venir soulever la question suivante, dire, mais attendez, regardez, on a une inscription de faux sur ce jugement, donc potentiellement ce jugement vaut 0 et on est déjà tenu d'exécuter une peine en violation du principe de présomption d'innocence. Et expliquer en même temps devant cette cour d'appel, j'ai un casier judiciaire vierge et je suis obligé déjà d'exécuter une peine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes en violation des principes traditionnels qui gouvernent la matière pénale et dans le cadre de cette requête en difficulté d'exécution d'une peine, vous allez pouvoir venir expliquer également, vous allez pouvoir expliquer encore, mais quel est le compte sur lequel j'ai plus le droit de m'exprimer dans la mesure où la décision qui va être prononcée… Mais vous imaginez, c'est abominable. Mais oui, ne comportera même pas l'adresse URL sur laquelle vous n'avez pas le droit de vous exprimer. En plus, vous avez l'autre problématique, le compte X est lié à une adresse Internet. Est-ce que j'ai le droit de faire des mails sur mon adresse Internet? Oui ou non? Toutes ces questions, il faut les soumettre à la cour d'appel dans le cadre de difficulté d'exécution d'une peine. Voilà, il faut vous mettre en mouvement dans ce système et vous avez la possibilité à ce moment-là, à la cour d'appel, de lui demander de suspendre l'exécution provisoire liée à l'interdiction de se présenter aux élections. C'est pas seulement interdiction de se présenter aux élections, c'est interdiction de voter, j'imagine. Et puis, comment? Enfin, on n'en sait rien, mais ça doit être tout. On ne le sait pas. Ça doit être tout, hein. Oui, on devient des sous-hommes parce qu'on a publié un truc sur Internet. On est en interdiction de se présenter aux élections, d'être élu. Il faut entrer dans cette démarche-là. Hein. Et concernant, Juan Franco Branco, j'ai vu sa décision disciplinaire de la Cour d'appel. Une mention caractérise un faux en écriture authentique, mais je lui en ai fait part et je crois qu'il n'a pas compris que son intérêt bien compris, c'était d'inscrire en faux la décision de la Cour d'appel de Paris qui lui a infligé une sanction d'interdiction d'exercer. Bon, il faut le faire pour vous, hein, et vous avez le droit de vous défendre. Attendez, vous êtes dans une circonstance, c'est le problème particulier de l'exécution. Il faut défendre, c'est normal. Hein. C'est le problème particulier de l'exécution. Parce que c'est sur Hein? Mais maître d'Angléan, je voudrais juste être sûr que je ne me suis pas raconté des histoires. Vous avez bien entendu le juge dire explicitement
que ce qui était interdit, c'était le ou les comptes qui avaient été utilisés pour. Exactement. Oui. Donc, dans mon cas, il n'y en a qu'un, Oui. mais je serais censé comprendre que ce qu'il n'a pas dit pourrait être autre chose, en fait. Ah bah oui, je pourrais découvrir dans 10 jours que j'ai été contre une décision. Non, mais c'est ça qui est délirant. Oui, mais il suffit d'aller au greffe de la 10e chambre correctionnelle et de dire donnez-moi la décision. Moi, je vais peut-être y aller à la fin de la semaine, je ne sais pas, en fonction de la neige. Oui, mais j'ai demandé à mon conseil qui a demandé, et on dit qu'il pourrait l'avoir en début de semaine prochaine. Ah, seulement en début de la semaine prochaine. Ah ben, dis non. Mais ce qu'il faut faire, c'est, vous avez fait appel, c'est bien, c'est bon, maintenant il faut inscrire en faux, en fonction de la considération dont je vous ai parlé. On reparlera de ça. Je pense que l'idéal, c'est que les conseils se parlent entre eux, en fait, parce que il faut, voilà, exactement. Il faut parce que là, alors étonnamment, moi je connaissais Aurélien, mais je connaissais personne d'autre, et c'est vrai qu'on est arrivés séparés, et ça a été une cacophonie, une catastrophe, en fait. Messieurs, vous avez fait le tour. Oui. Je voudrais donner la parole à Nadine Touzeau qui va amener de l'eau à votre moulin, je pense, avec un prisme plus international encore. De l'eau chaude ou de l'eau froide? De l'eau tiède pour aider tout le monde. Merci Nadine, à toi. Je te répondrai en privé, François. Je sais ce que t'aimes. Merci, c'est gentil. Messieurs, je vous ai écouté avec grand intérêt. Il y a des tas de choses qui ont été dites extrêmement pertinentes sur lesquelles j'ai des réponses. Déjà, en tant que chercheur international en cybercriminalité, parce que bon, en France, on n'en a rien à foutre des cerveaux, je le dis très clairement et franchement, et encore plus fort, j'ai l'équivalent de 5 doctorats, je le rappelle. Mais à l'international, mes travaux de recherche sont étudiés, pas en France. Les réseaux sociaux, il faut comprendre une chose, que tout ce que vous faites sur votre ordinateur qui est privé, eh bien, tous vos comptes sur les réseaux sociaux sont privés. Voilà. La fiche X, la fiche Facebook, votre email, tout ça, c'est votre propriété privée à vous. Voilà, on va chercher plus loin. Je vous écoutais, hein, comme je ne pouvais pas m'interposer dans votre discussion, dans vos échanges, et que je n'ai pas voulu vous interrompre. C'est basique, c'est primaire, c'est basique. Ça vous appartient, c'est votre propriété à vous. Donc, on peut incriminer, évidemment, le contenu qu'il y a dessus, mais on n'a normalement pas le droit de vous le retirer. Parce que c'est votre propriété privée, c'est votre compte à vous. Et s'il y a plusieurs personnes sur un compte, c'est très simple. Celui qui est un problème juridique est mis en suspens le temps que, mais le compte peut toujours demeurer. C'est notre élément privé. Il faut savoir, dans les entreprises, quand ils font des recrutements, ils s'amusent à tort et très mal à contrôler tous vos réseaux sociaux. Et ils font avec des algorithmes, parce que on préfère tout dématérialiser plutôt que d'utiliser ce qui fonctionne beaucoup mieux que les algorithmes, c'est-à-dire nos cerveaux. Ils font des analyses avec des espèces de profils à 2 balles, je le dis franchement, parce que j'en ai vu un paquet, où ils vont dire dessus, il a écrit ceci, il a sorti cela, il a publié ceci, il a dit cela, il fait, etc. Donc, il a tel profil. Sauf que les réseaux sociaux, tout ce que je vous dis, ça relate à peu près mes travaux de recherche, sauf que les réseaux sociaux sont, comme a été dit un petit peu par Bertrand, une sorte d'exutoire. C'est-à-dire que c'est un endroit, je réitère, privé, mais rendu public. C'est-à-dire comme si vous faisiez visiter votre maison publiquement. On le voit, hein, les gens, ils scannent leur assiette, ils font des tas de bêtises, en fait, sur les réseaux sociaux. Il y a un paquet de bêtises, et après, ils se demandent pourquoi ils ont été cambriolés, pourquoi il y a de la pédophilie, pourquoi, bon, c'est pas le sujet, hein, je ne vais pas s'étendre, il y a déjà... Voilà, donc, c'est un vaste sujet. Mais en fait, c'est un bout de votre vie à vous que vous publiez publiquement, et normalement, c'est vous qui le décidez. Vous n'êtes pas forcé de le faire, etc. Et donc, ça peut être stupide, ça peut être bête, ça peut être rigolo ou pas rigolo, ça peut être tout ce qu'on veut, mais ça appartient à la personne qui publie. C'est tout. C'est juste ça. Et donc, ça peut être incriminé juridiquement, en effet, mais on ne peut pas priver la personne de ce qui lui appartient de propriété privée. D'autant que certains comptes sont payants. Et c'est de votre poche que vous l'avez payé ou du poche de l'entreprise.
Ah oui, c'est vrai, oui. Donc, c'est basique. C'est juste basique. Donc, excusez-moi, hein, j'interviens après 1 heure, mais voilà, là, on clôt le débat déjà. Rien que ça, on clôt le débat. Premièrement. Mais Deuxièmement, on voit que une la petite chose. propriété privée, Pardon? Je n'ai pas en entendu. Europe, la Je regarde propriété mon téléphone, je ne lis pas les messages. Comment? Attends, excuse-moi, répète. En Europe, Je dis qu'en Europe, la propriété privée, on a pu observer ces derniers temps qu'elle n'était pas véritablement considérée. On a vu les sanctions contre Beau et Moreau, et on avait vu les dizaines de sanctions contre les Russes, même quand ils avaient la nationalité française. Et on a vu ce qui est arrivé au patron de Telegram quand il est venu en France. Oui, mais encore une fois, c'était quelque chose qui juridiquement, et là c'est François qui peut mieux répondre, ne tenait pas la route. Moi, je ne veux pas aller dans les sujets qui ne sont pas les miens. Je fais une précision. Vous avez fait un petit clin d'œil, Bertrand, tout à l'heure sur les empreintes digitales. Donc, moi, je suis en forensique comportementale et pas en forensique technique. Je te précise, c'est pas mon métier, c'est pas mon domaine. Donc, ce côté exutoire des réseaux sociaux fait que les gens, dans mes travaux de recherche, j'en ai même fait une citation, ont tendance à prendre les réseaux sociaux un petit peu comme un cabinet de psy. Hein, ils peuvent pas se payer des psys, ils peuvent pas discuter parfois avec leurs voisins parce qu'on a énormément isolé l'humain. Et donc, le réseau social, c'est une nouvelle famille, souvent virtuelle. C'est-à-dire que des gens vont estimer que j'ai 1000 abonnés, 1000 amis, et c'est 1000 personnes qui m'aiment, et le jour où il y a un problème, les 1000, ils ne seront pas là. Hein. Ce sont les vrais amis qui seront là. Donc, et ceux qui sont dans le réel. Donc, et c'est très important de le rappeler parce que, pareil, sur le plan juridique, il faut exprimer que ce qu'on publie, on ne sait pas qui va le voir finalement. Et dans les 1000 abonnés, vous pouvez avoir 100 000 vues. Mais il y a 1000 abonnés. Donc, vous n'êtes pas maître de ce qui va se passer derrière parce qu'Internet a été conçu comme ça et pour ça. Donc, il n'y a aucune maîtrise à ce niveau-là. Bon, ce côté exutoire a fait que, justement, les gens s'épanchent sur ce qu'ils ont besoin de dire parce qu'ils ne peuvent pas l'exprimer au travail, parce qu'ils ne peuvent pas l'exprimer à la maison et qu'ils ont besoin d'évacuer certaines choses. Et il faut en tenir compte aussi juridiquement. C'est un comportement naturel qui fait que les gens ne peuvent pas tout garder. On ne peut pas compresser une personne et l'empêcher de parler ou l'empêcher de vivre. Je fais court, encore une fois, hein, c'est beaucoup plus vaste comme sujet. On ne peut pas. Donc, on n'intègre jamais ou rarement sur le plan, en France, le comportemental, judiciaire, 160 ans de retard dans notre métier. On ne l'intègre pas. Or, il faut comprendre sur la partie juridique qu'il y a un comportement individuel qui doit être intégré. Et les réseaux sociaux, notamment du fait de la pandémie, la fausse pandémie de 2020, est extrêmement important pour les gens qui ne pouvaient plus sociabiliser dans le réel. Donc ça, c'est encore plus amplifié, on le voit, on le mesure, c'est que les gens sortent moins et préfèrent aujourd'hui avoir même des formations à distance plutôt que de se déplacer. On le voit, il y a moins de gens qui se déplacent physiquement, à tort. Donc, ils ont transposé une partie de leur être sur ce côté réseaux sociaux en se sentant en confiance dans ce qu'ils publient et dans ce que les autres vont en recevoir, sans considérer qu'ils puissent être visionnés et affichés publiquement au regard de tous à ce que ça se retourne contre eux. Puisqu'ils sont dans une zone, j'ai un compte, j'ai tant d'abonnés, je peux avoir tant de vues, mais je ne peux pas contrôler le nombre de vues. C'est clair ce que je dis? Vous voyez la mécanique? Donc, très clair. Ça, ce sont des éléments supplémentaires que vous pouvez ajouter à votre défense. Et que ça, il faut le faire à titre individuel. Parce que moi, j'ai fait un compte pour telle raison, moi, je publie pour telle raison, j'ai écrit ceci, cela, les mots, comme disait Bertrand tout à l'heure, sont très précis. Les mots sont précis dans le choix. J'ai dit poser des questions. Si je pose des questions, j'ai le droit de m'interroger. Ça fait partie de la nature humaine. Je sais que c'est pas ce qu'ils veulent, hein, on est d'accord. Mais il faut quand même la mettre en évidence. Parce que naturellement et humainement, nous avons besoin de nous poser des questions. Pas toujours les bonnes, mais qu'importe. Et l'essentiel, c'est de s'en poser. Et on a le droit de le demander à notre communauté. La communauté qui correspond à nos réseaux sociaux. Ce qu'on a ouvert, nous. D'accord? Je regarde la suite. Parce que j'ai pris des notes. Donc, on a tendance aussi à transposer sa vie sur les réseaux sociaux. D'où le cabinet de psy que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on s'épanche. Je lis pas mon téléphone est loin de moi, donc s'il y a des questions à me poser, il faudra me les dire après. Parce que je les lis pas, hein, Stéphanie, c'est bien. Donc, les transpositions de profils via les réseaux sociaux, c'est-à-dire que
ce que je disais tout à l'heure, par exemple, on s'épanche sur les réseaux sociaux parce qu'on ne peut pas s'exprimer dans la vie privée. Je la fais courte, hein, mais il y a plein de situations. Mais ça peut être aussi, quelque part, d'être dans un esprit informatif, d'être dans un esprit communicatif. Est-ce que vous pensez la même chose que moi, par exemple? D'être dans un esprit d'échange culturel, d'échange d'idées, d'opinions, et on sait tous que personne ne détient la vérité. Enfin, en tout cas, c'est un principe dans l'exercice de notre métier. Personne ne détient la vérité, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on dit est faux aussi. Donc, ce principe-là est un principe naturel de communicant. Parce qu'on parle, le non-verbal, c'est 80% de la communication est non-verbale. Mais on parle avec des mots, on parle avec des écrits, on parle avec des attitudes et ainsi de suite. Ça fait partie de notre nature, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas des robots. Donc, on a le droit de s'exprimer avec des nouveaux outils qui sont, alimentés par Internet. Donc, c'est la même chose que quand vous allez dans un café et que vous discutez avec des gens et que vous le faites sur Internet. Sauf que la vue n'est pas la même. Le café, ça va rester sur la zone autour de vous, alors que Internet, ça va rester sur une zone que vous ne pouvez pas contrôler. Mais ça n'a pas été charté lorsque Internet est sorti des réseaux militaires pour devenir sur les réseaux publics. Comme ça n'est pas charté, on ne peut pas légiférer. Béaba. Et ça me fait rebondir sur le cyberharcèlement, puisque c'est partie aussi de mes travaux de recherche. Quand vous êtes harcelé dans la rue, vous êtes insulté ou quoi que ce soit dans la rue, pas pareil, c'est une zone close, entre guillemets. Et ça va s'épandre un petit peu par rapport aux témoins de cette scène, et ça va retomber comme un soufflet, en peu de temps, sauf pour la victime. Sur Internet, c'est également illimité. Je suis victime, moi, de cyberharcèlement depuis 2013, enfin, surtout en 2013, après mon affaire d'État d'Agen. Ce qu'ils ont subi, Bertrand et les autres personnes dans ce procès dont on parle, pour moi, c'est une sorte d'affaire d'État. Hein. C'est ni plus ni moins qu'une sorte d'affaire d'État. Donc, j'ai souffert de tout ce qui était écrit contre moi. On voulait me buter, on voulait me tuer. C'était écrit noir sur blanc. Hein. J'ai voulu porter plainte parce qu'en plus, on a refusé mon droit de réponse. Parce qu'on l'a fait avec toi, Stéphanie et Rodal. Il y a, j'ai plus de 2 ans, 1 an, et je vous remercie encore d'avoir pu pouvoir m'exprimer en partie. Et sans preuve, bien sûr. On m'a inculpé sans preuve. C'est ça la justice. Hein. Parce que ça ne date pas depuis la pandémie. Hein. Ça date depuis bien longtemps. Eh bien, je n'ai pas pu porter plainte contre ces personnes-là sous prétexte de la liberté d'expression. Certes, il n'y avait pas les lois à l'époque en cause. Mais cette liberté d'expression est un principe dans notre vie normalement. Que la personne soit d'accord ou pas. Elle a le droit de ne pas être d'accord. Mais pas aller jusqu'à un tel procès. Le principe de la liberté d'expression. Après, juridiquement, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, ça c'est un élément. Donc, le harceler dans l'espace réel et dans l'espace virtuel n'a pas les mêmes, entre guillemets, pathologies. J'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, toutes les incidences d'une victime de harceler dans la rue, on va dire, ou dans la vie réelle et dans la vie virtuelle, c'est pas la même chose. Dans la vie réelle, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, ça va se calmer avec le temps, ça va faire mal, ça blesse. Hein. Je vais expliquer après tout un tas de comportements qu'on peut avoir. Mais ça va faire mal parce que vous n'avez pas en gros le monde entier contre vous. Je la fais courte, en gros. Dans le virtuel, c'est complètement différent. Parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi sans vous connaître et vous casser quelque chose de bien, raconter n'importe quoi sur vous, ne pas comprendre votre histoire, vous juger, etc. Je l'ai vécu, hein. Je sais que c'est vraiment terrible et je vais vous parler d'un cas en Italie qui s'est passé qui est très intéressant. Les incidences au niveau du cyberharcèlement, il y en a plusieurs. Il y a déjà la perte de sommeil, la perte de confiance en soi, le doute de soi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Surtout quand c'est un jugement qu'on n'a pas mérité. Quand on subit quelque chose qu'on n'a pas mérité, on se retrouve dans une situation, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là? Mais c'est quoi le problème, en gros? Je fais courte encore une fois. Donc, c'est perte de sommeil, c'est perte d'appétit, c'est perte de repères. Parce que les repères, c'est dire je pense avoir été bon et juste, et une justice, que moi j'appelle injuste, va vous dire que non, vous avez mal fait. Moi, on m'a appris que. On m'a dit que.
J'ai pas tué, je me suis juste exprimée, j'ai pas été méchant, j'ai posé des questions, j'ai pris des photos où on voyait pas la tête, enfin, etc., etc. Tout ce qui a été dit là, ça résume des milliers de cas, dont le mien. Des milliers de cas. Et moi, j'ai du recul maintenant, depuis 2013, j'ai du recul. Bertrand n'en a pas encore et les autres non plus. C'est violent. C'est violent parce qu'on ne sait plus où on habite, on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et du coup, c'est nous qui devenons victimes de cyberharcèlement. C'est nous. C'est nous parce qu'on nous a traités de ce qu'on n'est pas. On nous a jugés de choses qui sont fausses. Et ça, vous en faites ce que vous voulez, mais ça peut être à votre décharge, encore une fois, dans votre dossier, voire porter plainte après. Faites ce que vous voulez. Et donc, tous les caractéristiques de cyberharcèlement. Pardon? Non, on avait un souci de son. Tu as été coupé. J'espère que ton son est. C'est bon. Moi, ça va. Moi, de mon côté, ça va. Donc, toutes les caractéristiques sont très importantes. Donc, ce qui fait que la personne décline de façon très importante à ne plus vouloir sortir de chez elle. Tous les personnes victimes de cyberharcèlement, ça a été indiqué. Ce sont des éléments qui sont très importants parce que ce n'est pas le cas de la personne qui a porté plainte contre vous. On ne l'a pas vu dépérir. On ne l'a pas vu ne plus se coiffer, ne plus se maquiller, ne plus s'habiller, ne plus parler, douter de quoi que ce soit. On n'a rien vu de tout ça. Et encore moins rester enfermée chez elle. Parce qu'on a vu des vidéos de shopping. Moi, je regarde très peu, hein, je regarde pas la télé déjà. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont très caractéristiques des victimes de cyberharcèlement. Plus que de personnes harcelées dans le réel. C'est vrai que c'est très important, mais justement, comment présenter ça? C'est-à-dire que toi, en fait, Nadine, tu peux rédiger quelque chose comme une expertise qui est jointe aux appels, etc. Parce que en réalité, on a une lettre d'un médecin qui n'est pas un certificat, mais c'est vrai qu'on n'a pas opposé à ça puisqu'on n'a pas eu le temps, en fait. Nous, on arrivait avec un dossier qui était lié au plan médical. Et dans les dernières François, il a un rapport. Oui. François a mon rapport concernant le profil du plus vieux du couple Macron. Hein. Il sait comment je travaille et bien sûr, je peux tout à fait intervenir là-dessus. Donc, là, je vous fais des éléments courts, hein, parce qu'il y a tout un processus aussi au niveau de ce qui se passe sur la toile quand on veut s'en prendre à quelqu'un. On va chercher une cible. Donc, souvent, on va prendre une cible qui est plutôt faible, ce qui n'est absolument pas dans le profil de Brigitte Macron. Absolument pas. C'est une personne qui est plutôt faible, qui est plutôt mise à l'écart, qui est différente dans le comportement, qui peut être soit, par exemple, enveloppée, soit timide, soit vit différemment ou a quelque chose de différent qui va interpeller un leader. Et le leader va alimenter un ensemble de personnes autour pour leur ramener une meute, pour dire, tiens, on va s'en prendre à telle personne, on va faire un jeu. Et ils prennent ça comme un jeu, mais ce n'est pas un jeu. Et à la fin, la personne peut s'en suicider. Il faut savoir qu'il y a des suicides au regard de ça. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre avec tout ça. Moi, je prends très au sérieux le harcèlement. Je prends très au sérieux le harcèlement. Oui, bien sûr. Je continue, Bertrand. Et derrière, ces personnes-là ont souvent porté plainte sans avoir été réellement protégées et réellement mis en évidence. Mais nous avons des caractéristiques psychologiques, comportementales et émotionnelles, physiques et ainsi de suite, qui montrent tout un cheminement pour que la personne en arrive à une situation vraiment critique. Et bien avant qu'elle se suicide, on peut stopper ça et on peut juridiquement prouver que. D'accord? Bien. Là, nous ne sommes pas dans cette situation vis-à-vis de Brigitte Macron. On n'est absolument pas dans cette situation-là. Il n'y a aucun élément profil qui met ces choses-là. Alors, après, j'avais pris d'autres notes. Parce qu'en fait, moi, j'essaie toujours de comprendre pourquoi. Je suis un peu... Ceux qui me connaissent savent que j'ai un esprit analytique très aiguisé. J'adore ça. Donc, j'essaie toujours de comprendre pourquoi. Pourquoi cette démarche? Pourquoi la démarche de Brigitte Macron de faire ça? Et ce qui est intéressant, ce qu'a dit aussi Bertrand là-dessus, c'est les cibles choisies. Parce qu'ils n'ont pas choisi des cibles qui ont des preuves ou des éléments de preuve à apporter, comme Morad ou moi ou d'autres. Ils n'ont pas choisi ces cibles-là. Ils ont choisi des gens lambda qui s'expriment sur Internet, plus ou moins maladroitement, j'en sais rien, j'ai pas vu les dossiers,
et qui veulent mettre en évidence quelque chose lié d'une naissance d'un élément de doute concernant Brigitte Macron. Un doute qui est totalement justifié et un doute qui peut autoriser un questionnement dans un pays dit des droits de l'homme et de démocratie. J'ai bien dit, voilà, les guillemets sur tout ça. Un doute que n'importe qui peut avoir dans un café ou sur Internet ou n'importe où. Un doute qui a inondé la toile, maintenant mondialement depuis Becoming Brigitte avec Candace Owens. Donc, c'est devenu mondial. Donc, c'est pas quelque chose qui est resté figé sur un court groupe de personnes qui se sont retrouvées avec des profils différents face à un juge et tout ce qu'a expliqué Bertrand et François juste avant. On est sur un panel de personnes qui finalement n'ont pas un vrai répondant pour dire « moi, voilà pourquoi je pose des questions ». Morad était président et Morad, il avait un document. Ça aurait été intéressant de l'écouter, par exemple. D'accord? Donc mais c'est pas le sujet du cyberharcèlement. Nadine, le cyberharcèlement, c'est fait pour ne pas parler du fond. Le juge nous a dit dès le début, le 27, t'étais là, le cyberharcèlement prive la discussion sur le fond. Mais justement, si vous voulez bien me laisser dérouler. Entre cyberharcèlement et diffamation. Si vous voulez me laisser. Est-ce que tu présentes les choses? Laissez-moi dérouler, si vous voulez bien. Donc, l'élément qui a été mis en évidence a été dans un but de permettre à des gens d'État de choisir un panel, éclectique sur lequel ils peuvent avoir la main pour pouvoir derrière faire en sorte que ça soit un exemple. Deux raisons à mes yeux, parce que de toute façon, tout a été fait pour que ces personnes-là gagnent. On l'a vu, je ne vais pas revenir dessus. Le premier exemple, la première chose que j'en ai déduit en termes d'analyse, c'est appuyer une victoire auprès du procès de Candace Owens. Pour moi, c'est clair, net et précis. C'est que j'ai une victoire par rapport au procès qu'il y a aux États-Unis. Et le deuxième, c'est justifier le contrôle numérique des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous voyez, ce qu'on m'a fait moi, en tant qu'ancienne institutrice, je suis garante de tout ce qui est bon pour les enfants. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je pense que tout le monde a compris. Et du coup, eh bien, ça va servir d'exemple pour derrière fliquer tout le monde et interdire aux jeunes, alors que là, ça ne concerne pas des jeunes, personnellement, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. Sauf que tout ce qui va se mettre en place au niveau des réseaux sociaux et qui est déjà actif depuis très longtemps, puisque moi, j'avais repris depuis 2012, c'est qu'on prend toutes nos données pour les analyser, pour les collecter, pour nous manipuler et pour nous orienter vers quelque chose. Donc, ne plus avoir de libre arbitre, de penser, de quoi que ce soit, être complètement, ne plus être autonome, ne plus être nous, ne plus avoir de discernement de ce qu'on est en train de faire là, que ça ne soit plus du tout possible, et d'être totalement contrôlé pour qu'à un moment donné, on soit cloisonné à se dire, comme vous êtes verrouillé et cloisonné, eh bien, c'est simple. Si vous aurez par exemple des points ou je ne sais quoi, et vous avez fait ça, ben là, vous n'avez plus le droit de faire ça. Et c'est vers cela qu'on tend dans très peu de temps. Sous couvert de c'est génial l'IA, il y a des limites, il y a de très grosses limites. L'IA ne doit pas transposer l'humain, et c'est exactement ça, pour moi, le dessin de ce procès. Pour moi, le dessin, il est vraiment là, le dessin principal, avec l'affaire Candace Owens. Donc, très important de voir toujours pourquoi. Parce que sous couvert de paillettes, de je sais pas quoi, de strass, de feu de la rampe et de coups d'action justice qui ne sont pas justes, qui sont injustes, totalement injustes, il faut toujours essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Tu me connais assez, Stéphanie, pour savoir que je suis tout le temps dans cet état d'esprit-là. Et enfin, pour conclure sur une troisième partie sur laquelle je voulais revenir, selon moi, donc Brigitte Macron a montré au monde entier qui elle est réellement, et je vais revenir sur certains aspects de profil, que d'abord, la France n'est plus un pays de liberté d'expression, sous couvert de vouloir protéger les gens, notamment les adolescents de 15 ans sur les réseaux sociaux, c'est tout le contraire. C'est plutôt de manipuler, d'orienter et de les amener à une pensée unique.
Et que donc l'expression, tout ce qui est lié à la parole, puis ce côté français, on a toujours eu cette gouaille à dire les choses comme on voulait le dire, à questionner, à philosopher. La France, c'est cela, hein. C'est dans les gènes. Eh bien là, ça n'existe absolument plus. Donc elle a montré mondialement que pour toute personne qui s'autorise, ne serait-ce qu'à poser des questions ou à mettre des choses en évidence simplement parce que c'est une personne lambda qui veut discuter de ceci et cela, c'est interdit. Donc, ça fait plutôt le contraire en termes d'image au niveau de Brigitte Macron, faut le savoir, et y compris pour tous ceux qui ont compris déjà en France, tel est le système. Mais très loin de la liberté, de la souveraineté que nous avons eue. Et dans le comportement que cette personne a eu, donc Brigitte Macron, au regard du procès, j'ai noté quelques éléments que je vais vous lire. Des éléments de profil. Donc, il y a un côté revanchard. Selon moi, il y a un côté revanchard qui est très fort, hein, parce qu'elle a insisté lourdement, parce qu'elle a voulu marquer au fer rouge cette situation. Directif, hein, je vais donner l'exemple d'eux, et notamment pour mettre en place cette loi sur les réseaux sociaux, hein, pour verrouiller au maximum. Et directif peut-être aussi avec les juges, hein, on ne sait pas exactement, le côté très directif en tout cas sur ce comportement, orgueilleux parce que c'est de l'orgueil, hein, d'aller à ce niveau-là dans cette force et cette, je dirais presque violence comportementale, c'est quand même beaucoup d'orgueil. Mettre en avant, mettre tout en œuvre pour aboutir à ses fins, hein, jusqu'à par exemple faire venir sa fille, hein, de tout ce qui est possible pour mettre en ligne pour que ces objectifs soient aboutis. Donc je veux que ça aille dans mon sens uniquement. Il y a beaucoup de méchanceté à mon goût parce que j'ai pas eu le sentiment que ces gens étaient vraiment violents à son encontre. En tout cas, on n'est pas vraiment dans l'amour, on n'est pas dans la considération et même juste de donner des preuves pour calmer le jeu. Il n'y a pas de preuves qui ont été vraiment fournies pour calmer le jeu parce que bon, moi, on me dit demain, je suis un homme, ok, si tu veux, enfin, je peux le prouver, quoique non, je suis une femme. Il n'y a rien de compliqué, il y a tout un tas d'éléments qui pourraient calmer le jeu, donc on est plus dans une méchanceté parce qu'on veut l'alimenter et alimenter la peur qu'il y a derrière, jusqu'à faire mal vis-à-vis des victimes. Être prêt à tout pour tout ce qui lui convient soit mis en place, hein. Donc ça, on a suffisamment de preuves par rapport au dossier. S'afficher en victime avec un self-control dans la voix et l'attitude. Je crois que c'est la veille ou l'avant-veille dans un média mainstream où elle était vraiment genre c'est moi la reine et tout, très sûre d'elle, etc. Très étonnant, mais tout à fait possible quand on est la femme d'un président. Le refus d'accepter la contradiction, parce que quelque part, elle pourrait même en rire, et donc ça me fait rebondir aussi qu'elle n'avait pas d'humour quelque part, parce qu'on pourrait en rire, et se dire, bon, quand les gens ils parlent de ça, il y a des choses bien plus graves à traiter en France, et je vais bien leur prouver que je suis une femme ou que je suis un homme, enfin bref, plutôt que je suis une femme, c'est ce que je veux prouver que c'est une femme. Donc, plus de difficultés aussi pour affronter une certaine réalité, hein, que elle n'est même pas venue face aux prévenus. C'est quand même très étonnant. Quand on attaque comme ça et qu'on se sent cyberharcelé, etc., et qu'on est capable de faire du shopping, d'aller dans les télévisions et tout, donc on est capable de venir dans un tribunal pour affronter les prévenus, hein, enfin, à mon avis. Donc c'est très étonnant ça aussi. Et j'en arrive à une sorte de conclusion. Donc quand on n'assume pas qui on est, qu'on a ces comportements-là, ou de devoir manipuler pour obtenir certaines choses, c'est qu'on ne peut pas s'assumer les autres si on ne s'assume pas soi-même. Mais notez tous les comportements que j'ai dit. Trouvez-moi une femme qui est capable de mettre tous ces comportements bout à bout. Ce sont des comportements typiquement masculins et phalliques. Trouvez-moi une femme capable de mettre tous ces comportements à bout. Personnellement, je n'en connais pas, même dans les serial killers, il y en a quelques-unes dans les femmes, dans les gens, les pathologies très lourdes et couches, je n'en connais pas. Il y en a sûrement, mais c'est extrêmement rare. Par contre, côté homme, ça, il y en a beaucoup. Voilà ce que j'avais à dire, si ça peut servir. J'ai une question. J'ai une question pour Brigitte, le lapsus. Nous sommes en pleine journée des Brigitte. Il y a Radio Réveil qui peut-être faisait un mauvais procès, mais qui disait tout à l'heure à 11h25, vous nous avez tous menés en bateau avec cette histoire. Le résultat, les gens n'oseront plus dire ce qu'ils pensent. Les condamnations font peur, c'est le but. Il y a de l'opposition contrôlée derrière. Qui veut répondre à ça? Est-ce un mauvais procès? C'est un procès qui n'a pas... Déjà, Radio Réveil...
Vous êtes fâché. Non, c'est ça. Non, pas du tout. D'accord. On n'a jamais été fâchés, mais au cours des dernières semaines, effectivement, il y a une vague de personnes qui s'expriment dans le sillage beaucoup d'Alain Soral et d'autres personnes en disant finalement cette affaire a été montée de toutes pièces, sous-entendu d'ailleurs qu'elle aurait même été montée de toutes pièces par les Macron comme un piège pour la dissidence. Alors c'est très naïf de croire ça parce que eux remettent des pièces dans la machine tout le temps. On l'a observé puisqu'Emmanuel Macron en a parlé comme sa plus grande douleur, puisque Brigitte est dans les journaux et elle accepte d'être interrogée sur ces questions, etc. Que Charlie Hebdo en parle quasiment quotidiennement, on le voit, ça n'a rien à voir avec de l'opposition contrôlée, c'est quelque chose qui a commencé en 2017 très publiquement 2017. sur le plateau de Michel Drucker. Oui, parce que le son n'est pas toujours bon. Michel Drucker, 2017. Arnaud de Samer et Ben. Avec Maurice Ben. Je me souviens très bien de cette séquence. Exactement. Et donc on a cette affaire qui perdure, etc., depuis cette époque-là, et qui a l'air d'être un secret de polichinelle. C'est-à-dire que tout le monde se marre, genre, ouf, ça va énerver, mais oui. Il y avait eu d'autres affaires, il y avait eu l'homosexualité d'Emmanuel Macron, il y avait eu ceci, cela. En fait, il y a tout ça. Sauf qu'il s'est passé un événement, il s'est passé une séquence d'événements majeurs, c'est qu'il y a un livre d'investigation très sérieux dont les personnes aujourd'hui qui disent « Oh là là, c'est une connerie », quand le livre a commencé à être un succès, Alain Soral a proposé des best-of de tous les numéros et documents, il avait aussi envie d'avoir sa part du gâteau, et puis finalement, il n'en a pas eu assez, donc voilà, et c'est pas une critique contre lui, c'est juste que au début, quand le bouquin a été un succès, Candès a tout fait, il voulait absolument aussi être en première ligne, c'est lui qui a fait les best-of des numéros, il suffit d'aller sur les comptes pour voir best-of, tous les faits et documents sur l'affaire Brigitte, ceci, cela, et enfin, personne ne conteste, il n'est pas attaqué en diffamation, il n'est pas attaqué en rien du tout. Le bouquin, il est sur Amazon, n'a jamais été attaqué. C'est ce que disait Nadine Touzeau tout à l'heure sur les gens qui ont fait ce type d'enquête. Mais moi, ce que je disais, c'est que sur Internet, il y a des gens qui ont eu ras-le-bol de ce brouhaha. Et Radio Réveil ou d'autres peuvent en avoir ras-le-bol de certains brouhahas ou de certains événements dissymétriques comme ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe ailleurs, et la manière avec laquelle c'est traité dans les médias. Le fait de soulever ces questions, de dire qu'il y a cette question lancinante, qu'il n'y a jamais de preuve, qu'il y a de plus en plus de bruit, que ça nous fait honte, que même Brigitte Macron dit que ça rend sa vie très difficile à l'international, etc. Ça concerne tous les Français. C'est plus une affaire de bar, de caniveau, etc. C'est une affaire qui devient tellement parasitaire qu'il faut que ça s'arrête. Quand un médecin voit quelqu'un qui devient complètement purulent, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas attendez, on attend que ça se passe. Il va devoir ouvrir la plaie quand il y a un panari pour faire sortir le pus. Mais si tu gardes le pus à l'intérieur, ça s'appelle pas de l'opposition contrôlée. Ça s'appelle une infection incontrôlable. J'aimerais rebondir dessus. Je suis tout à fait d'accord avec Bertrand. C'est que c'est une affaire qui a été montée, oui, ça je dis oui, mais pas forcément par l'opposition contrôlée, ça j'y crois pas non plus. En revanche, je pense que ça a été aussi fait exprès pour qu'on se taise, toujours pareil, pour nous museler, faire en sorte que je reviens sur la notion des réseaux sociaux contrôler. On peut pas contrôler les gens. Il faut qu'ils se mettent dans la tête que c'est impossible de contrôler les gens parce que c'est contre nature. Ça tiendra pas, c'est contre nature. Donc, ce sera impossible. Et encore moins quand les gens sont en traumatisme, ce qui est le cas aujourd'hui. Ça fait un moment que la France est dans un état traumatique très lourd et très grave, donc il n'est plus possible de les contrôler aujourd'hui. Ils sont même incontrôlables. Ça me fait même le contraire. Donc plus ils céderont la vis, et plus ça va péter. Donc on est dans une situation aujourd'hui où c'est tout le contraire qui se passe. Donc il faut pas rentrer dans ce jeu-là, il faut pas avoir peur. Faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est ce qu'ils veulent faire. N'oubliez pas qu'ils alimentent toujours cette notion de peur et de mainmise sur nous pour pouvoir asseoir leur pouvoir. Faut pas faire ça. Hein. Voilà, je voulais rajouter ceci. Je vois toujours pas les messages, je les lis pas, trop loin de moi.
Donc, si tu as des messages à Alors, me je dire, les affiche. Stéphanie. Donc, Non, en mais fait, je pense que je peux oui. même pas les voir sur le côté. Je peux même pas les voir. Si tu as des questions, n'hésite pas à le dire, mais tu me les dis simplement. J'avais une question, notamment pour François, mais qui n'est plus à l'écran. Il est à Cet côté, t'inquiète, aspect, il est à côté. il est à côté, il entend cet aspect que lui a relevé, hein, cet aspect disproportionné du verdict, donc de la peine annoncée. Indique-t-il, c'est une question faussement naïve, hein, indique-t-il cet aspect disproportionné des pressions politiques sur les juges? Alors, écoutez, les 3 juges, ils ont été nommés par Emmanuel Macron, c'est-à-dire le mari de la coiffeuse. Et le procureur, pareil. Alors, on a un problème de justice impartiale, hein, défaut d'impartialité des juges. Ils sont nommés par le président, c'est-à-dire par le mari de la coiffeuse. Attendez, ça commence à bien faire. On avait soulevé cette question dans l'affaire Natacha Ray. J'avais récusé les 3 juges. Le premier président de la Cour d'appel de Paris, je crois qu'un dénommé Boulard ou Goulard, avait tout de suite, en moins de 24 heures, pris une décision, rejeté la requête en récusation et condamné Natacha Ray à payer 500 ou 700 euros d'amende. Bon. Et au final, on s'est aperçu de quoi? Eh bien, que les 3 juges de la Cour d'appel du tribunal correctionnel de Paris, de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, avaient triché, puisqu'ils ont Natacha Ray était poursuivie pour des discours, 18 passages qui représentaient 5 minutes de parole, et elle est déclarée coupable pour des discours qui représentent 4 heures et 31 minutes de parole. On se moque du monde. On était dans une justice de type section spéciale. Et en appel, eh bien, la Cour d'appel a jugé proprement cette affaire, et elles ont été relaxées à 100% toutes les deux. Elles n'ont pas été simplement relaxées, elles ont été relaxées sur 36 fausses accusations de diffamation. Quand même, on en est là. C'est une catastrophe. Donc, pourquoi est-ce que ça prend de telles proportions? Mais parce que ce sont des gens qui sont détestés par la France entière. Ce sont des gens, le monsieur qui est le résident de l'Élysée et sa charmante épouse sont détestés par la France entière. Et hier, on le revoit encore, hein, la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire de la communication, le monsieur. Il croit qu'on le paye pour ça. Hein, on le voit en train de couper une très grande galette de roi qui, si on l'avait acheté, nous aurait coûté 200, 300 ou 400 ou 500 euros. Hein, il découpe la galette des rois en ricanant devant les caméras de télévision. Mais il n'est pas au courant que dans l'aide sociale à l'enfance, dans la soi-disant protection de l'enfance, il y a 15, 20 ou 25 000 enfants qui se prostituent. Ça ne le dérange pas, ça? Non, il ricane devant les caméras de télévision. Il ne fait pas son travail. Sa mission, c'est de vérifier au bon fonctionnement des services publics. Bon, ben non, il s'en fiche complètement. La seule chose qui l'intéresse, c'est de passer devant les caméras de télévision pour couper des tartes à la frangipane en nous expliquant qu'il y a du beurre et de la frangipane, et puis de ricaner devant les caméras de télévision, et après, on le voit en train de ricaner devant l'Élysée en accueillant Zelensky, hein, l'ami des néo-nazis. Enfin, on est dans un cauchemar dans ce pays. C'est un cauchemar. Et si ça a pris des proportions pareilles, c'est parce que les gens les détestent. C'est tout. Point barre. Alors qu'il ricane, alors qu'il ferait mieux de s'occuper de sa femme qui ne va soi-disant pas très bien, justement. Ah ben, exactement. Si elle est vraiment Voilà. mal. Si elle est au plus mal à cause d'un cyberharcèlement présumé. Je vais peut-être donner le mot de la fin. Vous avez tous fait le tour de ce que vous vouliez dire. Je vais donner le mot de la fin à Bertrand, en espérant qu'il se sorte au mieux de cette ornière. J'espère fortement que vous allez vous unir pour faire tomber cette condamnation qui nous met tous en danger finalement. C'est ce que disait le poème de Niemöller que j'ai cité au début de l'émission. Puisque moi finalement, je tiens quand même à apporter ma touche personnelle, mais il y a beaucoup de couvertures de Charlie Hebdo ou de scènes, parfois des guignols, qui m'ont mise mal à l'aise pour les personnes qui étaient raillées, caricaturées, moquées. Et pourtant, ces gens-là ne sont pas allés en prison ou n'ont pas eu des amendes ou du sursis. Donc, où est l'esprit Charlie et que va-t-il advenir de la liberté d'expression en France pour nous tous? Et va-t-on être soumis à cette terreur collective? Bertrand, je te laisse le mot de la fin. Bertrand. Alors déjà, je te remercie Stéphanie, puisque depuis des années, tu es toujours fidèle au poste. Et j'étais un peu inquiet à l'idée qu'on soit plusieurs à parler de ce sujet parce que c'est très compliqué. Et merci d'avoir invité Nadine, qui était très patiente.
et François, parce que l'un comme l'autre ont des compétences en fait qui, unies à l'intérieur vraiment d'une défense, sont particulièrement utiles. Donc, je te remercie beaucoup parce que je pense qu'on est tous très occupés et malheureusement, on n'a pas le temps. Moi, j'ai pas beaucoup le temps et je reconnais d'écouter Nadine et je regrette parce que voilà, elle a des compétences qui sont particulièrement utiles dans un dossier comme celui-là puisque c'est son travail et on a chacun l'autre. Et le mien, et je répète, ça va être de plus en plus d'être écrivain, d'essayer de comprendre, parce que c'est aussi ce que je fais, hein, je passe ma vie à essayer de comprendre, mais pas forcément de façon très focalisée, comme Maître d'Angléan sur tout ce qui est droit, comme Nadine sur ce qui est les profils psychologiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences sur la géopolitique globale. Mais tout est lié. C'est-à-dire que ce que Nadine dit est indispensable pour que je puisse comprendre ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire le profil psychologique des gens qui sont mis à la tête de différents États. Parce que ce qui se passe chez nous, qui est évidemment très, très particulier, on est quand même le pays dans lequel Notre-Dame a brûlé. On est le pays des cérémonies des Jeux Olympiques qu'on a tous vu. On est le pays des lois dont j'ai parlé un peu au début, hein, la séquence Pleven, Guesso, Schiappa. Et donc, vraiment, je remercie aussi Maître d'Angléan parce que c'est quelqu'un que je découvre au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui s'engage, mais corps et âme pour ce travail. Je pense pas qu'il soit rémunéré à la hauteur de ce qu'il fait et de toute la vie qu'il offre au dossier sur lequel il est. Et il a une manière très particulière de le faire, mais que j'apprends à apprécier. Donc, je te remercie, Stéphanie, parce que c'est toi qui permets, par ces moments, de réunir des personnes qui ont qui sont relativement différentes, de réapprendre peut-être à s'apprécier et avoir envie de travailler main dans la main. Donc, ça, c'est génial. Merci beaucoup. Donc c'est plus qu'un message, hein, Nadine et François, c'est un grand merci. Donc, un grand merci d'être venu et un grand merci de ce que vous avez préparé avant de venir et de ce que vous savez que vous mettez à la disposition. Et donc, bravo Stéphanie. J'espère que ton média va continuer à beaucoup se développer. J'espère que les gens vont t'aider à continuer. Comme tu dis, tu as plein de cordes à mon arc, donc tu t'es pas concentré. Alors, moi, j'avais plus de cordes à mon arc. J'en ai une maintenant qui s'appelle, parce que je donnais l'écriture à ce que je faisais. Et donc, si vous voulez me soutenir, parce que je peux disparaître du jour au lendemain d'Internet, hein, comme pourront disparaître complètement Xavier Moreau et Jacques Beau et d'autres personnes, à part dans des pays autres que nous, on vit une époque qui est et qui va être très dure. Macron dit depuis qu'il est élu qu'on est en guerre. Je pense qu'on a oublié de regarder ce que ça lui permettait de faire dans la Constitution, d'annoncer en tant que président de la Ve République qu'il est en guerre. En réalité, il a déjà tous les pouvoirs. Pour l'instant, il les utilise presque de façon feutrée, mais on risque d'être très, très surpris de ce que ça veut dire on est en guerre. Voilà, je vous embrasse tous, je vous remercie. Si certains veulent aller sur Amazon et acheter mon livre, ça me fera très plaisir. Et ça vous fera aussi plaisir. Et voilà, je suis un peu parfois effondré. Depuis 2 jours, je dois vous avouer que je tiens droit, mais c'est vraiment dur. Mais non, le combat continue. Vous allez inscrire en faux, vous allez les poursuivre, les persécuter jusqu'au bout, là. C'est pour ça qu'on a fait, que cette Stéphanie parce qu'elle s'est fédérée, Stéphanie, de belles personnes, et c'est pour ça que elle a pensé à nous et je la remercie. C'est pour montrer qu'il y a d'autres possibilités, d'autres moyens pour vous soutenir. C'est notre façon de vous soutenir. Exactement. Voilà ce qui peut être possible, soit vous comme tous les autres, hein, on est là, quoi, en fait, on est là, et je dis toujours, il faut qu'on non, mais c'est normal, et je dis toujours, il faut qu'on se réunisse, et le problème, c'est qu'on est trop divisés, et moi, j'aimerais bien qu'on réunisse un peu plus, et Stéphanie sait faire ça, donc merci, et bonne chance. Merci à tous les 3, et grand soutien aux 10 personnes condamnées. À très bientôt sur Tribune Libre, je vous embrasse tous, merci le public, merci à tous. Merci à tous, bonsoir.